Bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde sur la maternité en expatriation. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter le réseau Main dans la main, vous dire sur quel secteur nous intervenons. Et ensuite, je vous présenterai Estelle et qui pourra prendre la suite et présenter et faire. Alors, le réseau Main dans la main, il a été créé il y a plusieurs 2015 et en fait, à la création, il y a 5 femmes professionnelles de différents champs, plutôt le champ social, et qui, en fait, ont repéré un manque, on va dire, dans la communauté française, c'est-à-dire que pas mal de choses existaient pour soit, bah, bien sûr, le consulat, en termes d'accompagnement administratif, tout ce qui est en termes culturels, les alliances françaises, les accueils, des choses comme ça. Mais en fait, on trouvait qu'il manquait quelque chose sur l'accompagnement, peut-être plus personnalisé, notamment sur des questions émotionnelles, psychologiques, familiales. Voilà, toutes ces choses qui sont parfois un peu difficiles à exprimer et aussi pas faciles à exprimer quand on ne vit pas dans son pays et avec une autre langue. Donc vraiment, la dimension du réseau, c'était de proposer déjà un accueil téléphonique. Donc, nous avons un numéro de téléphone avec une équipe qui est joignable, déjà juste pour faire un peu le point sur la situation. Et ensuite, on met un peu nos compétences les unes et aux autres au service de la personne et des situations et de la famille pour pouvoir ensuite proposer une orientation vers des professionnels qui peuvent être à même de répondre. Donc, vraiment, la spécificité du réseau, c'est de faire avec les compétences des uns et des unes et des autres au sein du réseau. Donc, moi, je suis psychologue clinicienne de formation, formée en France. Ici, aux États-Unis, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis ici. Je suis devenue coach en développement personnel, coach de vie. Euh, Nous avons avec nous Sandrine Caloun, qui est juriste spécialisée sur les questions de violence conjugale et qui apporte cet éclairage et cette orientation. Sophie est également avec nous. Alors, j'ai pas parlé de la localisation, mais en fait, le réseau est né dans la baie de San Francisco. Et donc, nous avons maintenant, en fait, donc cette antenne qui est à San Francisco, le South Bay, etc. Et avec le temps, sont développées des antennes. Et donc, Sandrine est dans la région de Los Angeles, Orange County. Sophie est, elle, à Portland. Et nous avons également Anne Lair qui est plutôt à Salt Lake City, donc la région de l'Utah. Voilà. Euh, les interventions, donc comme je vous le disais, le réseau Main dans la main, c'est un numéro de téléphone, c'est un site internet, des réseaux sociaux, et vraiment on a une dimension et une volonté d'être là aussi en termes de prévention, on repère certaines problématiques ou des sujets qui sont récurrents, et donc on essaye de créer en fait du contenu qui répondent parfois ou qui permettent d'anticiper certaines situations. Et ensuite, on propose des webinaires. Le dernier webinaire qu'on a eu lieu il y a 2 mois de ça et il est toujours disponible sur le site internet. Et les tables rondes, donc les tables rondes, c'est un format qui se veut un peu différent parce que vraiment l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui un professionnel dans son champ qui présente voilà, les particularités, les différences, peut-être d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et de créer vraiment un contenu interactif que c'est ça vraiment l'objectif, c'est de créer du lien en fait et de pouvoir échanger. Donc on manque de plus en plus de ces espaces pour pouvoir communiquer, se donner des tuyaux, des ressources, réfléchir ensemble et c'est vraiment notre volonté. Voilà. Par rapport à la confidentialité, donc en fait nous sommes toutes dans le cadre de nos professions, nous voulons vraiment mettre en avant l'aspect confidentiel que nous avons avec les personnes qui contactent le réseau Main dans la main. On sait que la communauté française et francophone est petite, c'est un petit univers, un petit monde. Donc, on a vraiment ce souci-là de respecter la confidentialité. Et je dis toujours, si jamais on se croise à l'extérieur dans un événement ou autre,
euh, c'est vraiment la personne qui engage. Moi, je laisse toujours la personne engagée qui dira on se connaît, on se connaît pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très libre. Et je pense que les unes et les autres, on est vraiment très sensibles à ça. Je voudrais donc accueillir aussi, on a deux autres participants qui se sont connectés. Je voudrais juste vous prévenir que c'est enregistré. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes plus à l'aise sans caméra ou pour changer le nom, c'est tout à fait possible. Mais voilà, je voudrais que vous ayez l'information. Et sans plus tarder, je donne la parole à Estelle qui nous fait le privilège d'être avec nous ce matin pour nous parler de la maternité et de la grossesse. Bonjour, donc je vais commencer par partager mon écran si j'arrive à de nouveau à le faire. Et n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions ou vous souhaitez réagir à quelque chose que qu'Estelle évoque, vous pouvez le mettre dans le chat ou alors lever la main avec le petit symbole là de Zoom. Et avec Sandrine et Sophie, on va monitorer le chat, soit pour peut-être interrompre Estelle si c'est dans le moment du sujet, ou peut-être revenir un peu plus tard dans les questions à la fin, et même dans la partie échange. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. D'accord, parfait. Donc, envisager la maternité aux USA, présentation pour le réseau Main dans la main le 29 mars 2024. Je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour la présentation, enfin, donner l'opportunité de parler de ce sujet. Aujourd'hui, on va voir, je vais faire une petite présentation de qui je suis. On va regarder un petit peu, on va voir un peu comment on choisit son environnement lors de la grossesse, enfin, du désir jusqu'à la grossesse, jusqu'au postpartum, un petit peu comment on choisit les gens qui nous entourent. Se retrouver un petit peu dans cette soupe de lettres qui est OBGYN, CNM, CPM. On ne sait pas tout à propos de ces lettres et voir un petit peu qui est qui. On verra un petit peu le suivi de grossesse, l'accouchement, les questions fréquemment posées autour de cela dans la communauté en fait française qui est expatriée. Il y a quand même des différences avec la France et donc on va un petit peu aborder ça. On n'ira pas trop en détail, mais on va un petit peu survoler. Et puis si vous avez des questions, ben, comme l'a dit Gladys, n'hésitez pas. Vous pouvez poster dans le chat et puis soit on répond tout de suite, soit on répond à la fin. On vous donnera aussi des conseils pour bien se préparer, spécialement en tant qu'expatrié. Et on va voir un petit peu quels sont les termes birth plan, doula, IBCLC, postpartum care, toutes ces choses-là. Et on ira à travers vos questions aussi, on dirigera un petit peu à travers vos questions. Donc, il y a peut-être des sujets qui vous seront moins parlants parce que ben, vous avez déjà passé cette étape ou alors il y a des sujets qui vous intéresseront plus. Et donc, on ira un petit peu avec ça par rapport à vos questions. Donc, qui suis-je? Il y a 20 ans, j'ai passé mon diplôme d'état d'infirmière. Donc, ça fait depuis la fin des années 90 où je traîne dans les hôpitaux, même un peu avant. Et j'ai fait mes études à Briançon et une toute petite école. Je suis partie ensuite sur Grenoble. J'ai fait de la réanimation médicale, neurochirurgicale. J'ai fait aussi du préhospitalier. J'étais infirmière sapeur-pompier. Puis un jour, je me suis tournée vers la réanimation néonatale. J'avais déjà de l'expérience avec les enfants dans les maternelles, mais je suis revenue un petit peu à l'enfance et chez les bébés. C'était une très belle expérience, mais très difficile. Et en 2010, j'ai changé de vie. Je suis venue m'installer aux États-Unis. L'installation a duré 2 ans. Et en 2013, je suis devenue registered nurse ici. Donc, j'ai fait valoir j'ai fait mes équivalences pour mes diplômes et je suis devenue RN. Dans la foulée, j'ai été enceinte et j'ai accouché de mon premier enfant et dans des conditions particulièrement difficiles. Euh, et j'ai tout misé sur l'allaitement. J'ai eu une césarienne parce que j'étais épuisée. Et j'ai tout misé sur l'allaitement qui a été difficile. Et je suis tombée sur des personnes exceptionnelles qui m'ont vraiment donné, pas des conseils énormes, mais vraiment des conseils qui ont tout changé le cours de mon allaitement. Je me suis dit, ce serait cool de faire un boulot comme ça. Puis c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai repris le travail dans la foulée
Et en 2017, j'ai débuté en maternité au San Francisco General Hospital, au Zuckerberg San Francisco General. Et c'est une maternité, c'est un birth center qui est quand même très dirigé sur les besoins du patient. Et il y a beaucoup d'interventions qui sont faites, certes, mais c'est quand même des gens, enfin, on traite des patients qui ont des très hauts risques. Mais on essaie de faire le plus possible avec l'accord du patient. Je suis tombée amoureuse un petit peu de l'accompagnement et notamment de l'accompagnement à l'allaitement, puisque c'est la première maternité baby-friendly de la Bay Area. Et donc, du coup, j'ai accouché en 2018 de ma fille avec un allaitement qui a été plus que long. Et j'ai vraiment adoré ça. Entre-temps, j'avais cette idée de devenir IBCLC, donc International Board Certified Lactation Consultant. Je suis devenue IBCLC en 2021. J'ai ouvert en janvier 2022 mon cabinet qui s'appelle ABC Lactation. Et j'aide et je supporte les familles dans leur maison parce que c'est pas facile de demander aux gens de venir à 3 jours après l'accouchement, de revenir alors qu'ils viennent juste de rentrer à la maison, de revenir au cabinet. Parallèlement à ça, je me suis rendu compte par ma propre expérience et aussi par les expériences successives au niveau professionnel que accoucher à l'étranger, c'est pas évident. Il y a des choses qui reviennent tout le temps dans toutes les histoires. Et je me suis dit, ce serait quand même cool de créer un guide. Et j'ai rencontré Alice, qui était enceinte à cette époque-là. Et nous avons créé le French Baby Guide in SF. Et en fait, c'est un site web où vous pouvez retrouver les professionnels de la santé qui sont globalement, on a essayé de les choisir avec des gens qui ont des diplômes qui sont en relation avec la maternité ou la petite enfance, qui parlent français et globalement, même s'ils offrent des services online, ils sont accessibles dans la Bay Area. Et quand on n'a pas trouvé, excusez-moi, quand on n'a pas trouvé dans la spécialité dans la Bay Area et qu'ils offrent des services en ligne, ils sont aussi inscrits dans le guide parce que c'est les seules ressources au niveau des États-Unis. Je pense par exemple à l'hypnothérapie. Voilà. Donc, et avec The French Baby Guide, nous avons fait aussi pendant 1 an, et là, ça s'est calmé un petit peu, je vous expliquerai pourquoi. On avait fait aussi des rencontres en personne. Et d'ailleurs, Guillemette, qui est ici, était venue. C'était rigolo parce que ces personnes qui se sont rencontrées à ce moment-là sont toujours en contact. Et donc, c'était en français. Donc, par rapport à ça, je voulais juste vous expliquer que ce qu'on va voir dans cette présentation, ce sont des sujets que l'on a traités justement pendant les rencontres que l'on a eues avec le French Baby Guide. Et chaque petit bout de cette présentation couvrait quasiment 2 heures à chaque fois. Donc, en fait, ça va être vraiment un survol. Et puis, ça va être aussi par rapport à vos questions. Et puis après, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous conseille vraiment d'aller creuser. Voilà. Je m'excuse par avance pour les fautes et les typos. J'ai fini hier soir la présentation, c'était 11 heures. Et je suis en plein déménagement, donc je suis du matin 6 heures jusqu'au soir 23 heures, et hier soir, je n'en pouvais plus. Donc, je m'excuse par avance. Le chemin qui commence au désir d'un bébé et qui s'étend jusqu'au postpartum peut être déstabilisant, surtout lorsque l'on est à l'étranger. S'y préparer reste le moyen le plus efficace pour le vivre sereinement. Donc, en fait, c'est juste cette phrase, je veux juste faire passer le message que on pense parfois que l'on sait, et puis en fait, ce qui se passe peut être très déstabilisant. Donc en fait, quand on a une idée de ce qui va se passer, on le vit mieux. Et ça, c'est pour tout, mais surtout pour la maternité. En fait, la différence souvent avec la France, c'est que, alors en France, c'est plutôt culturel. On a notre culture, on sait ce qui se passe parce qu'on a vu sa cousine, sa sœur, sa tante passer par là. Mais par contre, quand on arrive ici, on a cette espèce de moment où on est déstabilisé. Et c'est pas forcément les mêmes repères. Et de mon expérience, ce que je vois, c'est
que l'on se prend un peu comme des portes un peu dans le visage à des moments où on ne comprend pas ce qui se passe et c'est très déstabilisant. Donc, en fait, c'est pour ça que j'insiste sur se renseigner, l'éducation, se renseigner et savoir ce qui se passe, très, très important, et bien comprendre nos droits et ce que l'on peut faire pour pouvoir vraiment être plus serein. Donc, une des premières questions qui va se passer quand vous avez du désir de l'enfant jusqu'à l'accouchement, qui va nous suivre pour cet accouchement et où accoucher? Vous avez plusieurs options et en fait, de qui et où, ça va aller ensemble. C'est-à-dire que si vous choisissez un gynécologue obstétricien que l'on appelle OBGYN ici, il y a de très fortes chances que vous alliez accoucher à l'hôpital. Mais ce n'est pas la seule option. Et en fait, c'est vrai qu'en France, les options sont un peu plus limitées. Il y a moins de sages-femmes qui pratiquent à domicile. Il y en a très peu sur le territoire par rapport à l'étendue du territoire français. Mais ici, c'est un peu plus démocratisé. Donc, vous avez l'option d'accoucher à domicile. Vous avez l'option d'accoucher à domicile sans personne. Ça s'appelle le free birth. Et donc, ça, il y a certaines personnes qui pratiquent ça de plus en plus apparemment. C'est une option. Il y a l'option d'avoir un accouchement à domicile avec ce que l'on appelle une CPM. Donc, une CPM, c'est une sage-femme. Et qui est certifiée, mais qui est professional midwife. C'est-à-dire qu'elle a fait une école, elle a fait une formation, elle est midwife, elle est donc sage-femme, mais elle n'a pas de privilège à l'hôpital. Et donc, du coup, elle pratique à domicile, elle peut vous faire vos suivis et elle pratique à domicile. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de facteur de risque, elle peut continuer votre suivi et ensuite vous faire accoucher à domicile. Enfin, on ne dit pas vous faire accoucher, mais vous suivre pendant votre accouchement à domicile. Voilà. Et pour la suite aussi pour le postpartum. Ensuite, vous avez l'option du Birth Center. Par exemple, il y a un Birth Center à San Francisco, puisque vous êtes beaucoup de la Bay Area, donc je parle par rapport à la Bay Area. Il y a un Birth Center à San Francisco. Donc, en fait, en gros, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'accoucher dans votre appartement, dans votre maison, bah, vous allez, quand vous sentez que c'est le moment, bah, vous allez au Birth Center et puis on continue à vous aider à accoucher. Et c'est d'une façon, on va dire, plus physiologique. Ce sera aussi sans péridurale parce qu'ils n'ont pas de quoi faire les péridurales et vous serez entouré de alors ça dépend les États, mais à San Francisco ce sont des CNM, des Certified Nurse Midwives, c'est-à-dire qu'elles ont fait d'abord une école d'infirmière, de nurse, et ensuite elles ont fait un master pour devenir sage-femme. Et donc vous aurez ces Certified Nurse Midwives qui sont au Birth Center. Et ensuite, vous avez l'hôpital. Donc, à l'hôpital, vous pouvez avoir les Certified Nurse Midwife, donc qui ont leur privilège à l'hôpital et qui travaillent en collaboration avec un OB/GYN, donc les obstétriques gynécologie. Et donc, ça, c'est l'hôpital. Dans les hôpitaux, vous avez différentes catégories d'hôpitaux. Vous avez les hôpitaux avec les low risk, et puis ensuite, vous avez les hôpitaux donc, catégorie 1, 2 et 3. Et donc, ça augmente avec jusqu'au, par exemple, UCSF est une catégorie plus élevée parce qu'il traite des gens avec des pathologies. Et le Birth Center de San Francisco, je crois que c'est level 0, un truc comme ça, c'est pas de risque, d'accord? Pas de risque facteur. Si jamais il y a quelque chose, que vous soyez à domicile avec une sage-femme CPM ou au Birth Center et qu'il y a quelque chose qui se passe, bien sûr, il transfère à l'hôpital. Voilà. Ensuite, on va savoir qui on va choisir aussi par rapport à son pédiatre. Moi, j'avais complètement oublié de choisir mon pédiatre parce que moi, dans ma tête, quand j'étais en France, le pédiatre était automatique. J'allais à l'hôpital, j'allais avoir ma liste de pédiatre, le pédiatre autour de chez moi. J'ai complètement oublié. Je suis arrivée, j'ai donné naissance, je n'avais pas de pédiatre. J'étais complètement à côté de la plaque. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, suivant qui vous allez choisir, bah, vous allez aussi choisir un peu le lieu d'accouchement. Donc, vous posez un petit peu la question, où c'est que je veux accoucher, avec qui je veux accoucher. Vous regardez un petit peu les hôpitaux. Quel hôpital a le taux de césarienne le plus élevé? Pourquoi il a un taux de césarienne le plus élevé? Parce que c'est pas juste d'avoir un taux de césarienne élevé, c'est pourquoi c'est normal qu'un hôpital qui traite des gens avec des grosses pathologies ait un taux de césarienne un peu plus élevé qu'un hôpital qui traite des personnes qui n'ont aucune pathologie.
donc associés et qui donc augmentent les facteurs de risque. Donc, du coup, se poser les questions un petit peu de savoir où c'est que l'on se sentirait confortable et par rapport à son projet de naissance, c'est assez important. Et donc, nous avons une des participantes aujourd'hui qui l'a très bien fait et qui donc s'est posé les questions et est allée chercher une sage-femme. Donc, du coup, voilà, se renseigner un petit peu de ce qui existe autour de chez vous, savoir faire confiance aussi à si vous avez un OB/GYN, faire confiance à son OB/GYN, savoir que vos choix vont être respectés et que ce ne sera pas ses choix, c'est aussi très important. Le suivi de grossesse, les différences majeures. Oui, les différences majeures avec la France. Donc déjà, les questions fréquentes, en fait. Déjà, bon, j'ai oublié de marquer là dans la liste, mais en fait, déjà, il y a le terme, 40 semaines ici, 41 en France, comment c'est calculé. Il y a aussi souvent 2 échographies, il y en a 3 en France, quand tout se passe bien, je parle. La toxoplasmose, quand vous êtes négatif, ici, on ne vous suit pas, alors qu'en France, vous avez droit à la prise de sang tous les mois. Ici, à 35 ans, vous êtes advanced maternal age, donc vous êtes considéré comme plus âgé et vous allez avoir un suivi plus intense, alors qu'en France, c'est 40 ans. Les dépistages et leurs coûts, ça peut être aussi une question qui est importante parce que quand vous arrivez à 35 ans, on commence à vous faire des dépistages génétiques et tout ça, alors qu'on ne les fait pas forcément en France. Et ici, ça a un coût, et surtout par rapport à son assurance. La médicalisation de l'accouchement, c'est aussi une question fréquente. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va m'ultra-médicaliser? Est-ce qu'on va faire des interventions? Quelles sont les interventions qui vont être faites? Est-ce qu'on va me déclencher? Les déclenchements, quels sont les déclenchements, les médicaments qui sont utilisés? Parce qu'en France, on utilise les tampons, mais on n'utilise plus le misoprostol, qui s'appelle aussi le Cytotec, alors qu'ici, on l'utilise. Comment il est utilisé ici? La péridurale, quand est-ce qu'elle est placée? Jusqu'à quand on a le droit de la demander? La peur de la césarienne abusive, savoir que il y a des études qui ont montré qu'à 22 heures, par exemple, il y a un pic de césarienne qui est fait surtout dans certains hôpitaux. Et en fait, c'est parce que quand le travail avance lentement ou peu, on se dit, les providers se disent, bon, allez, on va aller en césarienne, comme ça, c'est plus tranquille pour la nuit. Et c'est vrai, ça a existé. Alors, dans la Bay Area, ça existe de moins en moins, comme on a entendu dire, mais c'est vrai que ça reste, les taux de césarienne restent assez élevés. Ceci étant, globalement, les taux de césarienne sont moins élevés qu'au niveau national. Le coût de l'accouchement aux États-Unis peut être aussi une question qui est très fréquente et qui aussi peut poser des questions et des problèmes et un peu de stress parce que c'est vraiment les coûts médicaux sont assez exorbitants. Et j'ai marqué le droit de refuser, mais en fait, c'est le droit de demander à faire ses choix. Et en fait, ici, souvent, on peut être un petit peu déstabilisé, voire grandement déstabilisé quand on vous demande de faire des choix, parce que ce n'est pas ce dont on a l'habitude en France. Et on peut faire des choix un petit peu pour tout, pour ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Il y a par exemple les injections systématiques de pitocine après l'accouchement qui peuvent être aussi refusées et j'ai vu de plus en plus de gens qui le refusaient. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement en France tout le temps. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que la péridurale, vous avez le droit de la demander même jusqu'à la poussée. Hein. Vous pouvez faire tout le travail et puis le demander pour la poussée. Vous pouvez demander, alors qu'en France, ça a été pour fort longtemps très limité. La peur de la césarienne abusive, c'est de savoir un petit peu pourquoi vous seriez... pourquoi on vous demanderait d'aller en césarienne plutôt que d'essayer un accouchement par voie basse. Donc, par exemple, pour les bébés en siège, par exemple, ici, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne font absolument pas les bébés en siège. C'est vrai qu'il y a quand même des endroits où ils le font, par exemple, UCSF. Et donc, en fait, essayez de vous renseigner et de voir un petit peu s'il y a d'autres options.
Le droit de refuser, donc je disais, le droit de choisir, c'est toujours pareil, s'informer et savoir quels sont vos droits et savoir que vous avez le droit de tout refuser ou de tout à demander à ce que l'on vous explique en détail. Et ça s'appelle le consentement, en français, je ne me souviens plus, informed consent. Et donc, voilà, les différences, je parlais aussi des différences échographie, toxoplasmose, les dépistages et tout ça. Alors ici, ils ont une approche qui est plutôt, donc, plutôt conservatrice, ils font beaucoup de prévention, et puis parce qu'ils savent que ça leur coûte moins cher, donc forcément, il y a des choses qui sont faites un peu en plus. Et puis, par exemple, pour la toxoplasmose, qui donc nous paraît de la prévention avec des prélèvements sanguins, ici, ils ont évalué que le taux et le risque étaient moins importants par rapport à la France, parce qu'ils ont une prévalence qui est moins importante. Donc, en fait, là-dessus, ils réduisent. Donc, d'un point de vue professionnel, je pense que les approches sont seulement différentes. Je ne pense pas que vous soyez en danger par rapport à la France et à comment c'est approché en France, comment le suivi de grossesse est approché en France. C'est seulement différent. Alors parfois, pour nous, il y a des choses qui nous bloquent, c'est-à-dire que parfois, on voudrait avoir une troisième échographie pour savoir quelle est la position du bébé, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez discuter avec votre provider, avec la personne qui vous suit. Je vous encourage à ouvrir vraiment le dialogue et à dire, voilà, moi j'ai l'habitude de ça et pourquoi vous le faites différemment. Et en fait, eux vont vous expliquer avec les études qu'ils ont sur ce sur quoi ils s'appuient. Voilà, la médicalisation de l'accouchement aussi, pareil, je vous conseille de choisir vos providers. Et donc, globalement, c'est reconnu que d'être accompagné par une sage-femme réduit les risques de césarienne. Et au moins on fait d'intervention, au moins on a de chance d'aller en césarienne. Parce que ça, la césarienne, c'est quand même quelque chose qui revient souvent comme question. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend. Y a-t-il des questions dans le chat ou pas? J'ai pas parce que j'ai pas... Moi, j'ai juste rajouté, d'après mon expérience, il n'y a pas de test CMV non plus qui est fait ici, mais on peut les demander. De test CMV, cytomégalovirus. Ah oui. Mais de mon expérience, après peut-être que... Mais le CMV est important quand on a un grand prématuré. Après, jusqu'à la naissance, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Ils font pas parce qu'en fait, ils vont le faire si jamais il y a de la prématurité. D'accord. Et si jamais il y a un risque, ouais. Mais juste moi je l'avais demandé, et après, et même la toxo sur demande, ils peuvent le faire, bien sûr. Exactement. Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est que si vous avez besoin de discuter, parlez-en avec vos professionnels de santé. Parce que en général, si vous demandez, ils veulent pas que vous restiez dans l'inquiétude en fait. Donc ils font en sorte de vous expliquer. Et puis si c'est quelque chose qu'ils éventuellement peuvent considérer, ils le font en fait. Ouais, merci. Et je voulais aussi vous dire que il y a aussi un petit peu plus tard, il y a aussi le swab là, pour le strep B. Et ça, je crois qu'en France, c'est à peu près la même chose. On le fait à peu près au même moment. Ça va déterminer si vous avez des antibiotiques pendant le travail. Et voilà, ça c'est systématique. S'ils ne savent pas si vous êtes strep B positif ou si vous êtes strep B positif, là, ils vont mettre les antibiotiques. Donc, c'est aussi quelque chose à demander et à éclaircir avec votre équipe médicale pour savoir un petit peu comment ça se passait et tout ça. Parce que c'est juste de le savoir, parce que comme il peut y avoir des allergies, des choses comme ça, et c'est vrai que on n'est pas forcément... Enfin, on veut en parler, on veut savoir quels sont ces risques, on veut savoir tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander, surtout si vous avez une tendance à avoir des allergies, des choses comme ça, aux antibiotiques et tout. Je pense à ça parce qu'on a parlé d'allergies plus tôt. Pourquoi faut-il préparer l'arrivée d'un bébé plus spécialement en étant expat? En fait, c'est parce que on le sait, on sait que la grossesse, l'accueil d'un enfant, que ce soit un premier ou non, ou pas un premier, il y a des bouleversements majeurs
de la dynamique familiale et de sa propre personnalité. On devient quelqu'un d'autre quand on commence à, déjà quand on pense à un bébé, ensuite quand on est dans la grossesse, on devient quelqu'un d'autre. Alors on se demande des fois si c'est pas sous l'influence des hormones ou si c'est juste parce qu'on se transforme. Mais après la naissance, on a une espèce de, on est en tant que parent. Et donc, du coup, ces étapes, cette étape, en fait, de devenir parent se repose souvent sur des repères qui sont familiers, sur notre culture. Et en expatriation, ben, c'est difficile parce qu'on perd certains repères. On ne sait pas comment forcément marche un hôpital, on ne sait pas forcément comment le système, ce à quoi on va être exposé. Et puis, ben, on ne sait pas non plus ce que c'est que la vie avec un bébé, ou on sait, mais on ne sait pas, par exemple, parce qu'on en a eu un, mais on ne sait pas comment ça va se passer avec 2 ou avec 3. Donc, du coup, c'est important de s'entourer des personnes avec qui on va avoir confiance, en qui on va avoir confiance. Donc déjà, les premiers, c'est les providers, et ensuite, ça va être les personnes qui vont graviter autour. On peut facilement être déstabilisé, se sentir perdu à un moment où la fatigue, parce que, alors, il faut pas, voilà, vous allez être fatigué, hein, de toute façon. Donc, un moment où la fatigue et le changement hormonal vous rend plus fragile. C'est pas parce qu'on est plus fragile et c'est pas parce que c'est la catastrophe, c'est juste que quand on additionne tout, ben, c'est bien d'avoir un bon, ce qu'ils appellent ici un support system autour de nous, en qui on a confiance. Ça facilite grandement les choses et ça aide à récupérer. Dans notre pays d'origine, on a soit la famille, j'ai mis la famille, mais c'est pas forcément la famille, mais c'est des amis, c'est culturellement, on a les gens autour de soi. Et cette culture, souvent, nous sécurise. Aux USA, ben, il y a plein de choses qui peuvent intervenir, comme la langue, les pratiques qui sont différentes, et ça peut devenir facilement une barrière. Souvent, j'ai la remarque de gens qui me disent, mais comment, je ne sais pas comment ça va se passer pendant le travail. Est-ce que je vais vouloir revenir à ma langue maternelle parce que je suis en plein travail et je vais peut-être ne pas vouloir parler anglais ou ne pas pouvoir parler anglais? Comment ça se passe? Alors, vous avez le droit, comme dans tout service public ou même privé, vous avez le droit de demander à avoir un traducteur. Si jamais vous avez besoin, ils prennent leur téléphone et ils traduisent. Si vous avez peur de ne pas comprendre les termes, je ne sais pas quel est votre niveau d'anglais. Moi, quand je suis arrivée pour mon premier accouchement, je n'avais pas un gros niveau d'anglais. Pour mon deuxième, j'étais infirmière et en labor and delivery, donc il n'y avait pas de problème. Mais pour le premier, par exemple, j'aurais aimé à des moments qu'on m'explique un petit peu, peut-être avec quelqu'un qui avait de l'expérience. Je n'avais pas forcément besoin d'un traducteur, mais quelqu'un qui avait de l'expérience qui m'aurait expliqué un peu les différences avec la France et avec ce que je connaissais. Donc, savoir un petit peu comment la langue va peut-être influer, savoir un petit peu quelles sont les pratiques différentes, comment ça peut peut-être influer sur vos prises de décision. Bon, je suis BCLC, donc consultante en lactation certifiée IBCLC, mais je pense que l'allaitement ou ne pas allaiter, ce choix-là doit être réfléchi. Votre bébé, une fois arrivé, il va avoir 3 besoins qui vont être majeurs. Ça va être le besoin de manger, le besoin de se reposer et le besoin d'éliminer. Donc, en fait, tout ça va ensemble. Si l'allaitement ou le non-allaitement ne va pas bien, ne se passe pas bien, les 2 autres vont être impactés. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important à penser, que vous le vouliez ou non. Il va falloir vous éduquer par rapport à ça, se renseigner afin de faire des choix éclairés. Donc, l'initiative Baby Friendly Hospital, donc l'initiative Amis des bébés dont on parle en France, ce sont des hôpitaux qui supportent, c'est-à-dire qui portent l'allaitement, en gros, qui favorisent l'allaitement. Ceci étant dit, si vous ne voulez pas allaiter, ils vont aussi vous aider, mais il faut juste le formuler de façon claire et signer un petit papier disant que voilà, c'est un choix éclairé, mais ils vous aideront quand même. Donc, n'ayez pas peur des hôpitaux baby-friendly, et même si vous faites le choix de ne pas allaiter directement au sein, vous donnerez un biberon de formule, mais vous aurez des gens qui vont vous aider à ça. Se préparer, savoir comment vont se passer les premiers jours, les premières semaines après l'accouchement, quel va être le comportement du bébé, quel va être votre recovery, comment vous allez récupérer, et aussi comment le bébé va se comporter, qu'est-ce qu'il faut
quel va être le comportement, quel va être à peu près comment le bébé va éliminer, comment le bébé va manger, quelles sont les quantités, tout ça, c'est assez important parce que je pense que l'on se concentre beaucoup sur la grossesse, l'accouchement, et en se disant que le postpartum va se passer tout seul, mais cette grosse partie, je vois, c'est proportionnel. Plus les gens sont préparés et ont des renseignements à ce sujet, moins il y a de stress et généralement mieux ça se passe après. Plus les gens découvrent au dernier moment, plus ils sont surpris, plus ça augmente le stress. Et le postpartum et le stress ne sont pas de très bons amis. De mon expérience personnelle et professionnelle, surtout professionnelle parce que moi je l'ai vécu que 2 fois, mais par contre je le vois tous les jours avec mes patientes, des centaines et des centaines de patientes. Je vous recommande les groupes de soutien. Donc, c'est en rigolant tout à l'heure, je disais que sur Mountain View, enfin Palo Alto, tout ça, vous étiez un certain nombre à avoir à peu près, déjà avoir des petits bébés ou être enceinte. Mais on n'a pas trop l'habitude de cela en France, de faire des groupes de parents. Mais je vous assure, j'étais assez réfractaire. Et en fait, c'est génial de pouvoir se rencontrer. Et j'ai aussi vécu ça par rapport au The French Baby Guide INSF. Quand on avait fait les rencontres en personne, les gens se sont soudés et j'ai adoré il y a quelques mois. J'ai eu contact avec certaines personnes qui étaient dans ce groupe et qui avaient suivi les quelques interventions que nous avions fait ensemble et elles sont toujours en contact et elles s'aident et elles se textaient en se disant est-ce que toi tu vis ça là, est-ce que tu as vécu ça, ah oui moi j'ai vécu ça et après ça passe, ça fait comme ci et puis ça fait comme ça et puis ton bébé il fait ci et en fait elles ont adoré pouvoir communiquer entre elles et avoir cette ressource. Donc les groupes de parents, les groupes de soutien, profitez-en, faites-vous toutes les semaines, mercredi matin, un petit café décaféiné, je ne sais pas, mais voilà. Se renseigner avec votre assurance, il y a toujours cet aspect financier qui revient. Se renseigner avec votre assurance si vous avez une consultante en lactation qui pourra vous aider et encore mieux si elle peut venir chez vous. Elle peut vous faire le prénatal et ensuite elle peut venir aussi chez vous quand vous avez accouché. À savoir qu'il y a beaucoup maintenant d'assurances qui couvrent. Par exemple, moi, je suis couverte avec plein d'assurances et United, Blue Cross Blue Shield, Anthem, Aetna, enfin tout ça. Et puis, si c'est pas couvert, eh ben, je prodigue une super bille et c'est pas que moi, je dis je, mais pas que moi. On peut prodiguer une super bille et ça peut passer sur le FSA, HSC et même Carotte Fertility pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez aussi les choix dans les doulas. Vous avez sûrement entendu parler des doulas et on va parler de qui elles sont et pourquoi choisir une doula ou pas. Et en fait, ça aussi, ça peut être couvert par votre FSC, HSC et Carotte Fertility. Qui sont-elles? Elles sont un support physique et émotionnel, une guidance non médicale. Donc, elles n'ont elles n'ont rien à dire par rapport à ce qui est médical. Ce n'est pas leur domaine. Par contre, elles sont super fortes à vous aider physiquement tout au long du processus de travail. Donc, ça, c'est la birth doula. Elle va aussi vous faire peut-être, suivant son package, elle peut vous faire des cours aussi de savoir comment va se passer l'accouchement. Comment se préparer, quelles sont les mesures de confort durant l'accouchement, qu'est-ce que l'on peut faire. Alors, je ne sais pas, pour celles qui connaissent, il y a les TENS units, donc les petites choses, là, comme chez le kiné, là, les petits pads avec un peu d'électricité qui vient pour détendre au niveau du bas du dos, les massages, l'eau, la douche, la baignoire, la piscine, toutes ces choses-là, elles sont là pour vous aider, pour vous mettre la bonne température, pour vous faire penser à boire et à manger pendant... Enfin, je peux continuer la liste pendant très longtemps. Mais après, c'est à vous d'évaluer, de savoir. Moi, je vous conseille d'aller traîner sur les sites internet de ces personnes-là et vous pouvez aussi les trouver sur le French Baby Guide pour celles qui parlent français. Vous pouvez évaluer votre besoin et donc vous définir si vous en avez besoin ou non. J'étais assez réfractaire et en fait, je me dis que pour mon premier, ça aurait été tellement bien. Mon deuxième, je savais ce que je faisais parce que c'était moi qui donnais les directions aux infirmières. J'étais la patiente la plus pénible, je pense.
pas vraiment pénible, mais je choisissais ce que je voulais faire. Pour mon premier, je ne savais pas ce que je faisais et je pense que j'aurais aimé avoir un support vraiment de quelqu'un qui me guide dans la prise en charge de la douleur et ces choses-là. Donc, vos raisons, voir pourquoi vous aimeriez ou voir pourquoi vous n'aimeriez pas. Et puis, donc, allez traîner un peu sur leur site web, regarder un petit peu ce qu'elles proposent et voir si ça colle ou si ça colle pas ou si vous n'êtes pas du tout intéressé. La postpartum doula, elle sera plus là pour vous aider par exemple, à allaiter, par exemple, à vous aider à manger, à vous aider à boire, à vous aider à vous reposer, à vous aider. Ça dépend ce qu'elles ont dans leur contrat et ça peut être une belle aide parce que des fois en France, vous avez la famille qui vient de temps en temps, votre mère ou votre belle-mère qui vient vous aider à faire des petites tâches à la maison, des choses comme ça pour que vous puissiez vous reposer ou même prendre une douche, vous brosser les dents. Et en fait, là, comme il n'y a personne, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un peut-être qui vienne et qui vous aide et qui vous conseille et qui vous des fois, juste au niveau émotionnel, ça peut faire beaucoup de bien. Et donc, j'ai parlé déjà de la prise en charge. Faut-il écrire un birth plan? Vous savez ce que c'est un birth plan? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je conseille d'appeler ça une birth preference et c'est à vous de voir ce que vous voulez y mettre dedans et savoir si vous voulez en écrire un. Je pense que les mots que j'aimerais juste faire passer par rapport à ça au birth plan, c'est rester ouvert d'esprit parce que même si vous écrivez un birth plan, vous allez trouver des exemples un petit peu partout sur Internet. Pensez à rester ouvert et en fait, le but, c'est de communiquer ses préférences surtout et communiquer ses préférences sur tout, pas que sur tout de façon large. Et moi, je pense que c'est très bien de regarder au moins ce qu'ils proposent dans ces birth plans parce que ça vous motive à faire vos recherches et à savoir un petit peu ce que vous allez rencontrer. Parce que si c'est dans le birth plan, si on vous parle de la douleur, si on vous parle des mouvements, si on vous parle de la péridurale, épidurale dans le birth plan, peut-être que vous aimeriez faire des recherches par rapport à ça et savoir de quoi on parle, de ce dont on parle. Donc, je pense aussi. Après, vous pouvez aussi faire un birth plan ou des birth preferences sur ce que vous ne voulez pas. Il y a des gens qui ne veulent pas certaines choses de façon très, très affirmée. Et je pense que c'est aussi une bonne idée de le mettre dans votre birth plan ou birth preferences. Donc, que mettons dans le birth plan? C'est à vous de voir. C'est la façon dont vous voulez que l'on s'adresse à vous, par exemple, le langage que vous voulez qu'il soit pris, parce que bon, vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous appelle sweetie ou honey tout le temps, si ça vous irrite comme moi. Sinon, vous pouvez aussi dire, j'ai pas envie qu'on me propose d'avoir des médicaments pour la douleur. Je sais ce dont j'ai besoin et je vous demande si j'en ai besoin. Je veux aussi qu'on fasse le pot à pot. Je veux pas que mon enfant soit retiré lorsqu'il vient de naître. Je veux rester avec lui. Je veux que les soins soient faits sur moi. Les choses comme ça. Ça, c'est ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez aussi dire que vous refusez d'avoir les touchers vaginaux tant que vous ne le demandez pas, par exemple. Vous pouvez avoir. Je vous donne des exemples, hein, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça ou pas, c'est juste des exemples, c'est juste ce que je vois et ce que je rencontre en fait dans ma pratique. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, vous pouvez aussi intégrer dans votre birth plan, et c'est des choses qui sont aussi à discuter avec votre team, c'est par rapport au choix des médicaments et des vaccinations pour l'enfant. Votre bébé va naître et en fait, dans les 2 heures, on va vous demander, et normalement, on vous le demande en amont, mais par rapport à la vitamine K et aux antibiotiques, la crème antibiotique dans les yeux, enfin l'ointment dans les yeux, ça c'est dans les 2 heures après l'accouchement. Donc, je sais que ça, c'est une question qui m'est fréquemment posée parce que la vitamine K en France, elle est donnée en gouttes et aux États-Unis, c'est une injection. Le ointment dans les yeux, donc la crème dans les yeux, c'est à peu près pareil et ça, c'est pour la prévention des infections. Ensuite, l'hépatite B à l'époque, donc l'hépatite B, nous, c'était pas quelque chose de systématique en France.
Et ici, c'est beaucoup plus systématique. Donc, bon, bah, par exemple, savoir que l'on peut le différer à la première visite ou plus loin, enfin un petit peu comme on veut. Ça, c'est des choses que je vois par rapport aussi au tableau de... on n'a pas tout à fait les mêmes tableaux de vaccination et les mêmes fréquences de vaccination en France et ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est à discuter avec les pédiatres et puis avec vos providers. Voilà. Et aussi, si vous attendez un petit garçon, souvent la circoncision est proposée. Donc bah, voilà, c'est une question que vous devez bah, vous poser et demander la nécessité et si vous êtes intéressé ou pas. Estelle, c'est quoi les gouttes dans les yeux? C'est pour quelle Le enrichissement dans les yeux, c'est une prévention du risque infectieux. En fait, il y a des infections, enfin, dans le passage, quand il y a la poche des os qui est rompue, quand il y a le passage au niveau vaginal, à la sortie, en fait, systématiquement, on fait eyes and ties, et Mhm. donc, on demande, et c'est pour diminuer le risque d'infection de conjonctivite, en fait, espèce de D'accord. conjonctivite qui peut être, enfin, la prévalence est basse, mais s'il y a des infections de certains germes, ça peut être embêtant, très embêtant. Donc, du coup, bah, voilà. Ok. Et ils le font en France, ça aussi? Ah, on vous entend plus. Est-ce qu'on m'entend là? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'avais le doigt devant, excusez-moi. Oui, oui, Ouais, ouais, ça, en France, de mon souvenir, oui, il le faisait. Il le faisait d'accord. aussi. C'est juste la vitamine K que l'on donnait par la bouche, Mm, alors on le fait en injection aux États-Unis. Et en fait, ils disent que l'injection, il y a plus d'absorption par rapport aux gouttes par la d'accord. bouche. Voilà. Euh, j'ai eu de tous les cas. J'ai eu des gens qui ont refusé. J'ai même travaillé avec des infirmières qui ont refusé les gouttes dans les yeux parce que, enfin, la crème dans les yeux parce qu'elles estimaient qu'elles avaient été une césarienne programmée, qu'elles étaient toutes négatives. Donc, elles avaient, voilà. Donc, après, c'est à vous de faire vos recherches si vous voulez ou si vous voulez pas. Moi, par exemple, personnellement, j'ai tout accepté parce que, bah, voilà, quoi. Mais par contre, voilà, il y a des gens qui diffèrent les vaccins d'hépatite B parce que ça colle pas avec le calendrier français. Et donc, en fait, c'est à vous de vous renseigner un petit peu et de voir. Ok. Voilà. En fait, là, j'ai fait un peu la liste des grandes questions pour lesquelles il faut avoir une petite idée avant d'aller à l'hôpital parce que c'est toujours un peu de stress et puis vous n'avez pas envie de faire vos recherches en même temps que vous essayez d'allaiter votre bébé, quoi. Voilà. Donc, c'est d'être un petit peu, d'avoir une petite idée par rapport à ça avant, c'est pas mal. Si j'ai répondu aux questions. Oui, merci. De rien. Le jour de l'accouchement, que se passe-t-il? Alors, côté de la maman et côté de l'enfant. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous avait pris, je crois, on avait fait 2 séances, une de 1 heure et demie à chaque fois. Donc là, c'est vraiment un survol. En fait, du côté de la maman, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, si vous accouchez à la maison, il n'y aura pas d'admission. Par contre, si vous accouchez, que ce soit dans un birth center ou à l'hôpital, vous aurez une admission qui se fait quand bah, vous téléphonez, vous téléphonez généralement quand vous commencez à avoir des contractions. Si vous avez ce qu'on appelle une induction of labor, donc un déclenchement, bah, ils vont vous donner un rendez-vous. Et ensuite, le travail commence et ensuite, il y a l'accouchement. Pendant le travail, souvent, vous avez des moniteurs un peu partout autour de la taille. Mais si vraiment le travail devient de façon naturelle, et tout se passe très bien, enfin, sans problème majeur. Si vous n'avez pas besoin de médicaments, peut-être que vous pouvez aussi demander à ne pas avoir tout le temps les moniteurs et puis ils viennent de temps en temps avec un Doppler. Ça, ce sont des options qui sont disponibles et qui sont de plus en plus disponibles dans les hôpitaux. Euh, Ensuite, il y a l'accouchement. Vous pouvez aussi, dans vos birth preferences, demander à ce qu'il n'y ait pas 36 000 personnes pour quand vous poussez dans la chambre. Ils ont facilement tendance à appeler tout le monde et à voir les pédiatres et tout ça dans la chambre. Vous pouvez demander que ces gens-là attendent à la porte. Ce sont des choses, voilà, des choses un peu privées. Je sais qu'en France, par exemple, comme il n'y a pas énormément de personnel, ben, vous avez souvent que la sage-femme et l'auxiliaire dans la chambre. Et puis, ben, voilà. Par contre, ici, contrairement à la France, en France, on laisse les femmes qui labor down.
Donc, vous arrivez à 10, mais ce n'est pas forcément parce que vous arrivez à 10 qu'on vous fait pousser en France, alors qu'ici, vous arrivez à 10, vous poussez. Donc, en France, on vous laisse plus labor down et donc ça veut dire que la tête du bébé descend plus dans le pelvis et on laisse attendre un petit peu que la tête soit plus basse avant de pousser. Donc, en France, ce qui fait que quand on a labor down, une fois qu'on pousse, c'est 30 minutes après, si le bébé n'est pas dehors, on appelle l'obstétricien qui peut éventuellement utiliser la ventouse et les forceps. Ici, non. Ici, vous pouvez pousser pendant, ça dépend des hôpitaux, mais moi, j'ai déjà vu des gens pousser pendant 5 heures, même plus. Avec des pauses entre-temps, mais on peut pousser pendant longtemps. Globalement, on va dire pour un premier bébé, la moyenne que je vois pour un premier bébé entre 2 heures, 2 heures et demie. Deux fois, c'est plus rapide. Des fois, c'est plus long. Ça va dépendre aussi de la position du bébé, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la phase où on pousse, les choses comme ça diffère pas mal avec la France. Ensuite, il y a la recovery, une fois que le bébé est sorti, le placenta est sorti, tout va bien, vous êtes en peau à peau. Pendant 2 heures, en fait, il va y avoir 2 heures pour vous et puis 4 heures pour le bébé. Ils vont prendre les constantes, ils vont regarder que tout va bien, vos saignements, ils appuient des fois sur le ventre. Il y a des choses que vous pouvez refuser si ça vous fait mal d'appuyer sur le ventre. Vous leur dites non, vous n'appuyez pas sur le ventre. Vous me donnez d'abord de l'ibuprofène si vous voulez appuyer sur mon ventre. Enfin, je veux être calme. Si vous vous sentez pas de vous lever et qu'ils veulent absolument vous lever pour aller aux toilettes et que vous ne sentez pas de vous lever, vous pouvez demander à différer le lever. Ces choses-là, sachez que vous avez le droit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Et c'est là-dessus aussi, je vous dis, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire je veux me lever maintenant ou je veux me lever dans 1 heure. C'est pas maintenant. Pour l'instant, je suis avec mon bébé, j'ai pas envie de me lever. Ce sont des choses que vous avez le droit de dire non. Et je dis ça parce que je vois trop de personnes qui n'ont pas envie et parce que le corps médical a dit oui et a dit ça, du coup on le fait. Et c'est pour ça que si vous ne vous sentez pas, si vous n'avez pas envie à ce moment-là, n'hésitez pas à demander gentiment, mais fermement et voilà. Le retour à domicile se fait généralement, donc j'ai mis un petit chose qui dit le séjour en maternité pour une voix basse, c'est généralement 2 jours et 3 jours pour une césarienne, en gros. Donc, vous accouchez, il y a la première nuit, le lendemain, deuxième nuit, vous sortez. Donc, ça, c'est pour le voix basse et pour la césarienne, c'est 1 nuit de plus. Si tout va bien. Si après, il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes, ça, vous pouvez rester plus. Mais généralement, c'est ce que couvre l'assurance si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Côté enfant, pendant l'accouchement, donc il y a le monitoring, soit avec les 2 petits capteurs, un qui capte les contractions, l'autre qui capte le cœur du bébé, et puis avec les bandes autour du ventre. Et puis si tout se passe bien, vous pouvez demander si vous ne pouvez pas juste avoir le Doppler. Et ça, certains hôpitaux maintenant ont des protocoles de plus en plus pour essayer de favoriser en fait le travail le plus naturel possible. Ensuite, l'accouchement, donc oui. Je t'interromps juste une seconde. Il y a Charline qui lève la main. Une petite question. Oui. Désolée si j'ai manqué l'information. Pour C-section, c'est 3 jours, donc 2 nuits ou... Ouais, 2 nuits. C'est-à-dire que vous accouchez, il y a une première nuit, ensuite il y a le premier jour, une deuxième nuit, et donc après vous êtes discharge le 3e jour. Parfait, merci. Le monitoring du bébé, l'accouchement, le bébé donc il sort. Je vous conseille dans les préférences de bien marquer que s'il n'y a pas de conditions médicales pour le bébé, qu'il ne soit pas séparé de vous, comme ça vous pouvez faire le pot à pot. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur le delayed cord clamping. Donc quand avant on avait l'habitude quand le bébé sortait, pouf, on clampait et on coupait. Maintenant, la tendance est plus à attendre que le cordon s'arrête de battre pour le clamper et le couper. Donc ça, c'est aussi une chose, si vous voulez vous renseigner, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, si vous ne comprenez pas ce que je raconte, donc notez et essayez de voir un petit peu donc, le delay cord clamping, le pot à pot, l'heure. Alors, en français, c'est comment ça s'appelle? L'heure d'or, je crois que ça s'appelle, le golden hour. Donc pour avoir son bébé pot à pot pendant au moins 1 heure, voire 2 heures.
Et ensuite, il y a la recovery du bébé. Donc, pendant 4 heures, ils écoutent les poumons, ils écoutent le cœur, ils regardent un petit peu tout. Ils font à un moment ou à un autre, une fois que la golden hour est passée, que la première tétée ou le premier biberon est passé, ensuite, on fait ce qu'ils appellent un head to toe. Donc, ils regardent si tout va bien, de la tête jusqu'au bas au pied, si tout va bien, si tout fonctionne correctement. Ensuite, il y a la période postpartum, dont le bébé est avec vous. Il y a une perte de poids physiologique qui arrive souvent qui peut arriver jusqu'à une dizaine de pourcents du poids de naissance. Et donc, si vous allaitez, je vous conseille surtout, c'est très rare quand le bébé est nourri à la bouteille. Si vous allaitez, ça se peut que ça arrive et c'est pas méchant, mais je vous conseille de vous renseigner là-dessus pour justement, voir un petit peu comment ça va se passer parce que vous pouvez avoir un peu de pression pour supplémenter et parfois ce n'est pas nécessaire. Donc, de vous renseigner là-dessus. Le retour à la maison. Donc, en fait, j'ai expliqué les deux nuits, les 3 nuits pour les 2 jours, 3 jours pour le stay à l'hôpital, le séjour à maternité. Et donc, en fait, quand vous rentrez à la maison, à bien savoir par rapport au siège auto, parce qu'ici, il faut amener le siège auto, tout ça, qu'il soit bien installé dans la voiture. Et une fois que vous rentrez à la maison, avoir un petit peu tout de près pour les 2-3 premiers jours, vous n'ayez pas trop à sortir, que les choses soient un petit peu alignées et que les choses soient faciles. Généralement, à 48 heures après le retour à la maison, ils vous demandent de revenir pour checker le poids et la bilirubine, donc ce qui fait jaune. Et puis après, on vous demande souvent de revenir soit à 1 semaine, soit à 2 semaines. À 2 semaines, c'est totalement normal. Et ensuite, ça va être tous les mois. Pour la maman, la visite arrive entre 4 et 6 semaines après l'accouchement. Si vous avez des questions et des problèmes, vous pouvez toujours recontacter votre provider entre-temps, parce que 4 à 6 semaines, parfois, c'est long. Voilà, et après, que se passe-t-il? Une fois que vous êtes revenu à la maison, il y a le postpartum. Quels sont les supports que vous pouvez avoir? Parce que en France, peut-être que vous auriez eu, donc comme je disais, la famille ou les voisins, les amis. Et en fait, se préparer et anticiper ce moment, en fait, vous permettra de quand même mieux passer ce moment. Et comme je disais, la fatigue, je ne vais pas vous cacher que moi, dans ma pratique, ce que je vois tous les jours, c'est souvent la première, vous arrivez avec encore pas mal d'énergie, mine de rien, de la maternité, parce que vous êtes encore dans le bubbly de l'accouchement et tout ça. Même si vous êtes fatigué, vous arrivez encore. Puis ensuite, vers 3 jours, il y a ce changement hormonal, que vous le vouliez ou non, que vous allaitiez ou pas, il y a ce changement hormonal qui fait son effet. Et entre le jour 3 et le jour 7, je dois dire qu'il y a quand même cette espèce d'état qui est assez difficile parfois. Si les choses s'accumulent, si la fatigue s'accumule, si le stress s'accumule, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à gérer. Donc, je vous conseille d'avoir tout de près, que ce soit en termes de repas, en termes d'organisation un petit peu, que tout soit un petit peu organisé pour la première semaine. Comme ça, quand vous rentrez à J2, J3, tout de suite, c'est pas tout de suite la cata dès la première nuit. Voilà. Si je peux me permettre juste une petite réflexion là-dessus. Je trouve que là, le partenaire, il a aussi un rôle à jouer à la maison. Exactement. Et justement, parce que c'est vrai que parfois, en tant que femme, voilà, c'est notre corps qui change, qui évolue, etc. Le partenaire aussi, il traverse des changements qui sont parfois moins visibles. Et c'est intéressant aussi de pouvoir verbaliser. Parce que quand on se prépare, on fait nos recherches de notre côté. C'est intéressant de le partager aussi. Parce que du coup, le compagnon, il peut aussi anticiper. Voilà, peut-être de pas attendre, peut-être de proposer un verre d'eau, d'amener un repas, un bol de soupe. Enfin, peut-être de devancer certaines demandes, et ça peut apporter vraiment beaucoup de soulagement, en fait. Des choses qu'on s'enlève de la tête en tant que femme, concentrée peut-être sur l'allaitement ou pas l'allaitement, mais sur son bébé en tout cas.
et toute l'énergie que ça demande. Voilà, juste cette réflexion sur, Ouais. peut-être aussi si tu as des choses à nous dire sur le rôle quoi, du conjoint, du partenaire. Ouais. Alors, je suis désolée, j'ai complètement zappé de le mettre, mais pour moi, c'est tellement, en fait, c'est évident. Merci de le préciser, parce que c'est tellement évident pour moi, parce que c'est ce que je vois souvent. Alors, je travaille avec beaucoup de familles asiatiques, indiennes, et en fait, c'est vrai qu'ils ont le partenaire où ils ont de la famille qui aide autour, où ils ont même les confinement nanny, donc pour 90 jours à la maison. Et donc, c'est pour ça que j'ai complètement zappé, mais effectivement, et quand je fais le prénatal, souvent il y a les deux qui sont là, donc je parle aux deux, et donc c'est pour ça que là j'ai complètement zappé. Mais quand je dis le retour à domicile, le postpartum, quel support et comment se préparer, évidemment je parle de la famille c'est la famille qui se prépare, c'est pas que vous en fait, c'est la famille qui se prépare. Et donc si c'est votre mari qui cuisine, juste dites-lui pendant les 2 derniers mois de grossesse, dites-lui ou alors si c'est lui qui va faire les courses, d'acheter des petites barquettes. Et puis quand cuisiner, au lieu de cuisiner juste tous les deux, de cuisiner une part supplémentaire et de le mettre au congélateur. Et ça, c'est pour la première semaine. En fait, c'est là où, dans mes 3 idées pour faciliter le postpartum, il y a une partie, c'est faciliter la tâche en cuisine, congeler des repas pour le postpartum, faire venir quelqu'un pour cuisiner. Alors, c'est rigolo parce que j'ai écrit ça et j'ai vu que Guillemette, dont c'est le métier d'être postpartum chef à domicile, est là aujourd'hui avec nous. Ou alors le meal train. Et en fait, ça, ce sont des choses, et j'ai complètement oublié de vous dire, mais ce sont des choses qui peuvent être prises en charge par le partenaire. Et moi, ce que je dis, c'est que l'on allaite ou que l'on n'allaite pas, mais généralement, je le dis quand on allaite, la maman nourrit le bébé, et qui nourrit la maman en fait. Et donc, le partenaire, ça peut être son truc, parce qu'indirectement, il nourrit le bébé, quoi. Quand on nourrit la maman, on nourrit le bébé. Et on peut nourrir de façon culinaire, mais on peut aussi nourrir d'autres choses. On peut nourrir avec la diminution de la charge mentale. Organiser que quelqu'un vienne nettoyer la maison ou faire les lessives, c'est pas forcément à la maman de le faire, ça peut être aussi au partenaire de le faire, et de dire tiens, la maison elle se salit, j'ai pas vraiment le temps, je vais porter le bébé le temps que ma femme dorme un petit peu. S'il y a quelqu'un qui peut venir et nettoyer un petit peu la maison, voilà, c'est les choses généralement qui reviennent. Se nourrir et avoir une maison qui soit agréable, voilà. Donc, dans les premières semaines, c'est assez important. Et ça, c'est quelque chose qui peut être délégué. Donc, en tant que, voilà, vous pouvez déléguer, et c'est assez important. Voilà. Ensuite, Excuse-moi, Oui. Estelle, Charline avait levé la main. Je ne sais pas si c'est Une toujours question encore, je suis désolée. À ce même sujet, en fait, donc mon mari est de Montréal et sa sœur est infirmière à Montréal et se propose très gentiment de venir comme 15 jours à la maison après l'accouchement. Et moi, je me pose la question de c'est quoi la limite entre la bulle à 3 et accueillir quelqu'un qui va être là pour nous aider. Mais je suis du genre assez organisée, etc. Donc, quand il y a du monde qui vient, je veux que ce soit parfait, je veux que la personne se sente bien, mais bien sûr, elle vient de bon cœur. Mais je ne sais pas quand lui dire de venir, si c'est attendre comme un mois ou les premiers 15 jours, parce que vous parliez de entre le jour 3 et 7, c'est intense. Donc, petite question plus à ce niveau-là. D'accord. Alors, moi, ce que je te conseillerais, c'est peut-être d'avoir un petit coup de téléphone avec elle avant, et de savoir un petit peu ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle a envie de faire. Et est-ce que vous avez une pièce est-ce que vous avez une chambre pour l'accueillir, par exemple? Ça, c'est les 2 grosses questions. Parce que si vous avez une chambre pour l'accueillir, elle va être dans sa chambre, elle peut être dans sa chambre, elle est pas en train de dormir au milieu du salon, ou peut-être que tu auras envie à un moment de te lever, et puis voilà. Donc, c'est déjà un petit peu plus, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Est-ce qu'elle veut venir pour aider? Parce qu'elle va aider à cuisiner, elle va t'aider à faire les lessives au moins du bébé, parce que peut-être si c'est ton linge, tu n'as peut-être pas forcément envie, parce que c'est le moment, voilà, où tu reviens de la maternité, tu n'es pas non plus, voilà, tu as les loquias qui viennent, tout ça, enfin, tu n'es peut-être pas non plus super à l'aise qu'elle change tes draps, mais peut-être que ça peut être super, ça peut être très, très bien.
ça dépend vraiment ce dont elle a envie, ce qu'elle va faire et comment elle va t'aider, comment elle voit la chose. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop intrusif et qui est vraiment là pour, tu vois, t'aider et te faire, tu vois, te permettre d'enlever de la charge mentale, moi, je dis que peut-être pas quand tu reviens de la maternité, mais les 3 premières semaines, le premier mois est assez difficile. Donc, si elle veut venir et qu'elle aide vraiment, moi, je conseillerais d'avoir quelqu'un, ouais. Ok, parfait, merci. Mais ça a vraiment à voir personne par personne. Voilà. Oui, oui. Parce que des fois, c'est juste trop bien d'avoir quelqu'un qui garde le bébé juste dans ses bras pendant 30 minutes, le temps d'aller prendre une douche, se laver les cheveux, se brosser les dents. Voilà. Des fois, c'est vachement bien, ça fait vachement bien. Ou pendant une petite heure, le temps de faire une sieste et peut-être que ton mari sera peut-être pas disponible à ce moment-là. Peut-être que voilà, ce sera très confortable d'avoir quelqu'un parce que voilà, on peut être fatigué après un accouchement et voilà. Ok, merci. De rien. Les lectures que je recommande, il y a Michel Audin qui a écrit Le bébé est un mammifère et Césarienne, question, effet et enjeu. Donc, césarienne, je pense, enfin, on part pas défaitiste et on part pas se dire on va avoir une césarienne, mais moi je pense que si on en a une, peut-être que ça fait du bien de lire ça, ou peut-être si vous êtes intéressé, quand on vous propose. Enfin, moi, personnellement, je me suis renseignée et c'est pour ça que j'ai changé de provider parce qu'au début, j'avais une OB/GYN. Quand je lui ai dit que j'avais mal au dos, elle m'a dit est-ce que vous voulez qu'on fasse, et que je voulais pas rester sur le dos pour pousser. Elle m'a dit est-ce que vous voulez qu'on planifie une césarienne? Donc, je lui ai dit non, merci. Est-ce que je peux avoir mon dossier? Et je m'en vais. Donc, parce que j'avais perdu la confiance que j'avais en elle. Donc, c'est pour ça que je parle des césariennes, mais je ne pars pas défaitiste. Je ne pars pas défaitiste et le bébé est un mammifère. Et il y a un livre que je trouve très intéressant et qui montre que l'on n'est pas seul dans cette progression de vie, qui est de Audrey Njavé, qui est infirmière française et maintenant infirmière au Canada. Et elle a écrit un livre qui est sympa et qui s'appelle « Et tu deviendras mère ». Je vous remercie. On va passer aux questions. Je vous remercie d'avoir été attentif et de m'avoir écouté parce que je pense que des fois, je parle. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair. Et merci de m'avoir écouté. Et je peux répondre à vos questions. On va repasser sur un écran partagé. Comme ça, pas un écran partagé, un écran pas partagé, justement. Et comme ça, je peux vous revoir si j'y arrive, en fait. Je ne sais pas si je vais y arriver à ne plus partager. Hop. Voilà. Je suis de retour. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je voudrais vraiment vous donner la parole, voilà, aux unes et aux autres. Et donc, allez-y. Je sais que certaines ont envie peut-être de partager une expérience passée, présente, et des questions. Donc, comment on dit en français? Le floor. La scène est à vous. Le stage. Ah non, c'est en anglais. Moi, j'ai une question un peu bête que je peux trouver facilement sur Internet d'ailleurs. Donc, Non, vas-y, il n'y a pas de question bête, pas du tout. mais j'avais pas du tout pensé à ça. Alors, je suis à contre-courant. J'ai demandé une C-section et je ne veux pas allaiter. Et dans le cas de non-allaitement, je me demandais si on doit apporter c'est bête, mais notre propre formule ou ils ont comme des samples puis ils font des tests. Ouais, alors, ils n'ont pas des samples. Généralement, s'ils ne sont pas baby-friendly, ils ne payent pas leur formula. Donc, c'est quel labo est passé les 2 derniers mois. Donc, ils vont mettre, voilà. Si tu as une formule qui te tient à cœur, je sais qu'ici, il y a à gros coup de marketing, il y a Bobby qui est par là, qui se dit être la formule américaine la plus proche de la formule européenne. Et organique et tout ça. Et quand on regarde les ingrédients, effectivement, c'est meilleur que le Semilac. Il y a moins de corn syrup dedans. Donc, du coup, si par exemple tu veux ça, voilà, tu peux. Si les premiers temps, tu préfères donner de la formule ready to feed, c'est OK. Et il y a Semilac ou il y a d'autres marques qui ont les ready to feed. Peut-être que ça peut aider en termes d'organisation les premiers temps. Okay. Voilà.
Je te conseille de regarder un peu les compositions. Je te conseille de regarder un petit peu voilà, les compositions, quelles sont les marques, pourquoi donner plutôt la poudre ou le ready to feed tout de suite, voir comment tu peux t'organiser aussi, les ruptures de stock, les recalls, quels sont les si tu veux choisir une marque, plutôt aussi regarder tous les recalls qui ont été faits par rapport à ça, parce qu'il y a des marques qui ont plus de recalls que d'autres. Ça peut aider dans les choix. Généralement, mes patients, parce que moi j'accompagne beaucoup de gens qui commencent l'allaitement et puis après ils veulent plus ou qui veulent pas, même qui veulent pas. Donc du coup, on regarde généralement la composition, on regarde le coût, on regarde les recalls, on regarde après les préférences, hein, parce que faut pas être, enfin, il y a le marketing aussi qui va avec, et donc des fois, on accroche plus avec une marque qu'avec une autre. Donc voilà, donc ça c'est ensuite, ça c'est pour la question de comment on va remplir le biberon. Et ensuite, comment on donne le biberon, je recommande aussi de regarder comment on donne un biberon, parce qu'on ne donne pas un biberon comme ça. Ça, c'était avant. Et puis, quels sont les volumes à donner, parce qu'on a tendance à donner un petit peu trop. Donc, voir comment on le donne. Donc, ça s'appelle le pace bottle feeding. Et comment avec quoi, quel biberon. Voilà. Et puis, après, voilà, c'est ton choix. Si tu veux une césarienne et que tu ne veux pas allaiter, c'est ton choix. Je déconseille fortement l'injection comme on fait en France, systématique, de médicaments pour stopper la montée de lait. Donc, il faut que tu regardes un petit peu parce que ça a quand même des effets secondaires. Et alors que l'on peut faire, on peut diminuer, c'est un peu plus pénible de diminuer naturellement la montée de lait, mais voilà, tu regardes avec ton assurance et tu peux avoir une visite prénatale avec une conseillère en allaitement et qui t'aidera en fait à organiser tout ça parce que c'est un projet de non-allaitement et ça fait partie. Oui, Florence va justement m'expliquer tout ça. Voilà. Mais Mais moi, personne. Ouais. des médicaments non-allaitement, ça fait du sens en même temps. Donc, parfait, merci. C'est la cobergaline et c'est une injection et généralement, ça stoppe la montée de lait. Sauf qu'ils ne le proposent pas systématiquement ici, mais potentiellement, ils peuvent te le proposer. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux aller sans parce que je trouve qu'il y a quand même des effets secondaires qui ne sont pas forcément pour cette fois, mais plus tard dans la vie. Ok, parfait, merci. C'est bon à savoir. Moi, Charline aussi, je te dirais, je ne sais pas si c'est que mon expérience à moi, mais si tu ne veux pas allaiter, pense à le préciser le jour de l'accouchement. Je sais que moi, je voulais allaiter, la question ne s'est pas posée, mais en fait, à la fin, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait même pas posé la question. Ouais. L'allaitement est tellement présent ici que... je ne sais pas si c'est juste mon expérience, mais voilà, n'hésite pas à le dire si tu le sais, pour pas qu'on t'en parle après, quoi. C'est pour ça que je recommande de ne pas écrire un birth plan, mais d'écrire un birth preference, et donc avec pas forcément ce que l'on veut, mais surtout avec ce que l'on ne veut pas. Et c'est exact. Et donc, et dessus, si tu peux marquer, j'ai fait mes recherches et j'ai fait mes recherches et j'ai pesé les risques et bénéfices. Et voilà. Et ensuite, si tu vas dans un baby friendly, ils te feront signer juste un papier comme quoi on t'a expliqué, parce qu'en fait, dans leur process, ils doivent t'expliquer. Donc, il faut juste signer et dire oui, j'ai bien reçu l'information. Mais c'est pas, tu signes pas un truc, voilà, c'est juste oui, j'ai bien reçu l'information. Voilà. D'accord, merci. De rien. Et les consultantes en lactation sont aussi ici aidées pour ne pas allaiter. Parfait, c'est bon à savoir. Elles sont pas forcément contentes, hein, des fois, pas toutes, ça dépend, mais moi, ça ne me dérange pas. C'est chacun ses choix à partir du moment où on fait un choix éclairé, donc pas de problème. Je voudrais aussi saluer Ombeline qui s'est connectée au cours de la présentation. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des sujets déjà en amont de la présentation. Merci beaucoup, Gladys. Non, désolée, j'étais très, très en retard. J'avais une autre réunion avant. Non, je suis dans le premier trimestre, donc ça me semble encore très loin. J'avoue que je ne réalise pas forcément tout ça. Je suis plutôt sur... Enfin, de très loin, en tout cas, j'ai plus ces questions de est-ce qu'on est aussi bien accompagné aux US pour préparer à l'accouchement avant qu'en France. Et bon, du coup, j'étais en retard, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été discuté pendant cette présentation, mais j'ai l'impression que le support, en tout cas en France, est assez
bon. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas de préparation, des gestes, ou je sais pas. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est très light. Donc, je sais pas. C'est plus ça mes points d'interrogation. Ouais, c'est une très bonne question en fait. C'est un petit peu ce que je disais, c'est que ici en fait, c'est beaucoup son éducation, ces choses, on fait ses recherches quoi. En gros, en France, on est très accompagné, c'est-à-dire que tu rentres dans le moule, et on te Ouais. dirige, on te dit bah tiens, tu vas aller faire la préparation, les classes de pour ton terme, les classes de préparation à l'accouchement, c'est mercredi à 18h, Ouais. tel jour, tel jour, tel jour. Ici, c'est pas pareil. Ici, tu vas pouvoir forcer. Ça dépend dans quel groupe. Par exemple, il y a des groupes d'OBGYN où ils ont des classes comme ça. Donc, tu es dans le groupe, ils vont te donner une feuille, ils vont te dire, bah, tu viens, là, il va y avoir la classe de préparation, tu sign up sur leur site web pour faire la classe de préparation à l'accouchement, la péridurale, l'allaitement, enfin, les choses comme ça, tu sign up et puis tu vas à tes classes ou tu suis tes classes en ligne. Si tu vas, c'est pas forcément tous pareil. Alors, je t'avoue que moi, pour mon premier, j'ai eu 0 cours. J'étais pas du tout dans le mood de rechercher quoi que ce soit. Donc, j'étais dans une situation difficile avec mon mari qui était malade. Et donc, je n'avais 0 temps pour la préparation de mon accouchement et je n'ai pas préparé mon accouchement. Je savais un petit peu parce que j'étais infirmière, j'avais vu ça en France. Je savais un petit peu où j'allais aller, mais vraiment pas grand-chose. Et donc, j'avoue qu'il n'y a jamais personne qui m'a parlé, qui m'a dit, est-ce que vous prenez des classes? Par contre, la deuxième, j'étais infirmière en labor and delivery, donc j'avais les informations, mais comme j'avais manqué ça pour le premier, je me disais, je veux le faire. Et ma sage-femme m'a proposé de faire un centering. En fait, tu fais les premiers ensemble et ensuite tu le fais avec un groupe. Donc, tu as ta sage-femme et puis tu as d'autres personnes qui sont avec toi et qui sont à peu près au même terme que toi. Donc, ça existe. Et ça, c'est plutôt le modèle un peu, on a ça beaucoup en France. Et donc, ça, c'est. Donc, il y a certains endroits, et c'est pareil, et c'est ce que je disais un peu au début, c'est tu choisis ton provider, tu choisis où tu vas aller accoucher un petit peu, tu regardes et tu observes et tu vas peut-être tomber sur une préparation comme ça à l'accouchement, ou tu vas devoir sign up sur leur site web, ou alors c'est à toi de chercher. Et je pense que Charline a pris une doula, Florence, et fait les cours de préparation à l'accouchement avec elle. Parce que tu as cherché un petit peu et tu voulais un petit peu savoir, et peut-être en français ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est un petit peu à toi de voir, comment. Donc, dans le sud, il y a Florence qui le fait. Vers San Francisco, il y a Eve, qui est sage-femme française et qui est doula ici, qui le fait. Donc, il y a un petit peu il y a un petit peu de ça. Enfin, puis si vous voulez me contacter après, je veux dire, si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, donc je disais le French Baby Guide, Ambline, peut-être que tu n'as pas. J'ai pris note. Ouais. Voilà, le French Baby Guide, du coup, tu as toute une liste de doula et de choses comme ça. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, c'est un peu, donc il faut être plus proactif, et de façon à être plus proactif, tu comprends un petit peu mieux ce qui se passe, et en fait, ce qui t'aide plus loin à poser les jalons et de dire, bah, là, ça je veux ça je veux pas ça, et c'est là où je dis, bah, le birth preference, c'est là où tu marques un petit peu ce que tu veux, et tu vois, Charline, tu vas donner naissance par césarienne, mais tu as peut-être des envies, tu as peut-être envie d'avoir de la musique douce, tu as peut-être envie que ça ne parle pas pendant que la césarienne, tu as peut-être envie d'être la première. Moi, je te parle de ça, c'est pas moi qui le veux, hein, c'est ce que j'ai vécu en tant qu'infirmière en labor and delivery. Moi, j'ai eu des patientes qui ont demandé des césariennes, et qui ont dit, moi, je veux que ce soit le silence le plus complet et je veux être la première personne à parler à mon bébé. Il y a des gens qui veulent le pot à pot en salle d'opération, et c'est possible. Et tout ça, c'est possible de le faire tout en discutant avec votre provider. Donc, au plus vous avez d'informations, au plus vous avez d'idées, au plus vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne savez, ce que vous ne voulez pas, vous le mettez sur votre feuille Excel, et puis vous sortez votre feuille Excel comme un birth preferences, voilà. Moi, je peux partager un peu mon expérience parce que je suis à 38 semaines et du coup, j'ai eu tout un peu le suivi. Donc, moi, je suis chez Kaiser, l'assureur Kaiser à Auckland. Donc, ce qu'on a eu ici, moi, ce que j'ai choisi, c'est le group centering, donc ce dont tu parlais. Donc, en fait,
tous les mois, 1 à 2 fois par mois, on se réunit avec une dizaine d'autres parents et la OBGYN. Et il y a un sujet il y a une thématique par classe qui est abordée. Euh, alors, ce que je dirais sur le groupe centering, c'est que c'est pas mal parce qu'on peut rencontrer des gens, il y a des idées qui peuvent venir dont on n'aurait pas forcément pensé et donc qui viennent des autres parents. Après, du coup, vu que c'est en groupe, c'est un suivi moins personnalisé, donc ben, on peut soit louper des informations ou alors trouver que c'est un peu trop impersonnel puisque c'est avec d'autres personnes. Et après, Kaiser, mon assureur, ils ont plein de classes en ligne, mais c'est tout en ligne. Et moi, en fait, j'ai trouvé que ça me manquait un peu de suivi, de follow-up en personne. Donc, dans la BAREA, moi, je suis dans l'ISB, mais il y a plein d'organismes qui proposent des cours séparément, hein, donc il faut payer, hein, c'est pas couvert par l'assurance. Mais voilà, j'ai pris avec mon mari, on a pris une matinée de préparation à l'accouchement avec une doula. On a pris des cours de breastfeeding, pareil avec une doula, quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, en personne, parce que c'est vrai qu'en ligne, c'est pareil, c'est pas très personnel. Donc je dirais que si tu as, enfin, je sais pas si c'est chez Kaiser ou un autre health provider. Cross Blue Shield, ou un truc comme ça. Ok. Blue Cross Blue Shield, par exemple, tu peux avoir ton prénatal en allaitement qui est couvert. Ouais. 100%. Et par exemple, pour toi, Kaiser, si tu as un FSA et HSA, tes cours avec ta doula peuvent être couverts par ton FSA et HSA. Donc, voilà, c'est des choses à savoir parce que l'aspect financier, c'est quelque chose qui revient tout le temps, souvent. Les Américains sont plus facilement, ils comprennent, ils ont plus l'habitude de payer pour ce genre de choses. Nous, en tant que Français, c'est vrai qu'on a l'habitude que ce soit couvert par la sécurité sociale. Ça pique un peu au départ, mais en fait, on s'aperçoit que c'est un investissement après par rapport à ce qui va se passer. C'est un peu un investissement. Et je trouve que tu as très bien fait. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est dans ton centering, vous n'aviez pas un moment seul avec le provider pendant le centering? Si, alors en fait, si, elle prend donc tous les rendez-vous, elle monitore le bébé et on a eu 3 échos du début jusqu'à la fin. Mais elle fait ça pendant les cours en groupe. Donc en fait, elle prend 10 minutes à chaque fois. Et si j'avais des questions ou il fallait que je reste plus longtemps, elle me disait, ah ben envoyez-moi un mail. Bon, parfois, on n'a pas trop forcément envie de parler par mail pour ce genre de choses. Donc, après, on peut demander un one-to-one, un rendez-vous. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils sont assez ouverts là-dessus. Mais de manière générale, pour répondre à ta question, je te dis, ça va être mon premier bébé, donc j'ai pas l'expérience de l'accouchement en France. Mais j'ai l'impression, en parlant avec mes amis, puis même en me renseignant un peu, que ici aux États-Unis, en effet, il faut se renseigner pas mal par soi-même, un peu compter sur soi-même et les ressources, voilà, lire, podcast, se renseigner sur Internet, peut-être un peu plus. Il faut commencer à s'en occuper quand est-ce que c'est genre 3e trimestre ou est-ce que c'est tu peux tout doux pendant le 2e trimestre, suivant ce qui t'intéresse de savoir. Commencer par ce qui te tracasse le plus, ce qui te pose le plus de questions. Je pense que commencer dans le 2e trimestre, c'est bien, parce qu'après, 3e trimestre, à un moment, tu arrives, tu es quand même assez fatigué, ça devient lourd. Est-ce que tu as encore la motivation? Tu es plus là, j'ai envie que ça se termine. Est-ce que, voilà, c'est d'y aller tout doucement, je pense, et de lire un petit peu, d'écouter des podcasts, des choses comme ça. Si je peux me permettre, tu commences déjà, Ambeline, en fait, là. Voilà, tu as déjà commencé. En prenant des termes, voilà, il y a sans doute des choses qui vont venir plus naturellement ou dire, ah, je vais regarder de plus près parce que c'est vrai, le soin est bon. C'est simplement que Estelle a dit quelque chose d'important, il y a une différence culturelle. Donc, on part en fait avec des repères et ces repères-là sont complètement autres et ça peut être déstabilisant parce qu'en fait, on ne comprend pas, on ne savait pas qu'on pouvait demander, on n'y avait même pas pensé. Donc, voilà, ça passe aussi par du renseignement, de partage d'expérience comme ce matin. Donc, tu es déjà en train de faire ce travail. Et joindre un groupe de parents, excusez-moi, joindre un groupe de parents peut-être qui ont déjà accouché, tu vois, il n'y a pas très très longtemps, ça peut être sympa aussi de partager l'expérience. Ou même si vous vous connectez et qu'il y en a certaines qui partagent l'expérience de l'accouchement. C'est bien parce que parfois, inconsciemment, on se dit, on n'y pense même pas. Il y a des choses,
paraît tellement naturel pour nous qu'on n'y pense même pas. Et en fait, ça devient comme une surprise. Et en fait, quand on transmet ça à sa copine qui est encore enceinte, qui est peut-être dans le fin du 2e trimestre, ben, en fait, c'est super important. Et transmettre l'expérience, c'est super important, je pense. Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que je crois que Guillemette, je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole, mais je crois que tu voulais partager un Oui, peu. bonjour. Je pensais, oui, donc je suis Guillemette, moi je suis postpartum chef, donc je vais chez les gens en postpartum pour leur cuisiner plein de super choses pour remplir leur frigo pour que ça, il n'y ait pas à y penser. Ça leur permet de soulager la charge mentale de la maman, parce qu'en général, c'est la maman, et ça leur permet aussi de manger sainement pour récupérer des forces, pour se remettre de la grossesse, de l'accouchement, et éventuellement donner de l'énergie aussi pour l'allaitement. Mais tout le monde ne peut pas avoir mes services, évidemment. Mais d'ailleurs, du coup, ça me faisait penser à quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en France, mais qui ici se fait quand même beaucoup plus facilement, c'est de demander aux gens de nous aider en nous apportant des repas. Moi, je sais qu'en France, j'aurais jamais osé faire un truc pareil, ça ne me serait même pas venu à l'idée, en fait. Mais ici, c'est pas du tout absurde. Et Estelle parlait tout à l'heure des meal trains. Donc, le meal train, c'est quand l'entourage, ça peut être des amis, ça peut être le voisinage, des collègues, apportent tous les jours, idéalement, un repas à la famille. Ça peut être dans le cadre d'un accouchement, mais ça peut être aussi quand il y a un deuil, une maladie. Enfin, ça se fait dans plein d'étapes de la vie. Et il faut savoir qu'il y a un site internet qui existe, qui s'appelle, je crois, mealtrain.com, pour organiser ça. Donc, vous pouvez anticiper pendant la grossesse, ou vous pouvez aussi déléguer ça à un partenaire ou à une amie, ou voilà, qui va diffuser l'adresse de ce site internet, et après à vos amis, vos voisins et tout ça de s'inscrire. Vous choisissez une date, enfin les gens choisissent une date, ils écrivent aussi ce qu'ils ont décidé d'apporter afin que la famille ne mange pas des lasagnes tous les jours et qu'il y a un certain équilibre qui se crée, mais c'est vraiment super. Et ici, c'est pas du tout malvenu de réclamer de l'aide comme ça. Moi, je sais que quand j'ai accouché pendant le Covid, j'ai des voisins qui nous ont apporté comme ça, qui ont déposé sur le pas de la porte des plats, et c'était fantastique. Génial. Voilà. Et pas du tout, c'est extraordinaire. Oui. Voilà, le meal train, je l'ai mis dans la liste, comme tu dis, Guillemette, je l'ai mis dans la liste parce que c'est et voilà, encore une fois, je croyais que c'était naturel, mais merci Guillemette de le préciser. Je l'ai expérimenté pour mon premier accouchement et en fait, c'est parti de ma baby shower. Donc, en fait, à ma baby shower, j'ai une copine. On n'a pas utilisé l'application Meal Train, mais elle a fait un Meal Train. Elle a fait le Lovender. Donc, au lieu d'un calendar, c'était un Love Ender. Et dessus, chacun a mis sa petite étiquette et c'est quand est-ce qu'ils allaient nous envoyer un repas ou nous apporter un repas. Et elle s'est chargée de leur rappeler à chaque fois. Et en fait, on a eu 3 fois par semaine, on a eu des gens qui nous ont apporté à manger. Et je dois dire que ça m'a vraiment, c'est la chose dont je me rappelle. Je me rappelle encore ce que les gens m'avaient préparé. Et vraiment, c'est tellement, tellement bien. Donc, le meal train, c'est quelque chose. Et en fait, je vous ai parlé de la nourriture parce que c'est quelque chose qui nous marque. En postpartum, c'est quelque chose qui nous marque. Je me souviens de ce que j'ai mangé en premier après mon fils. Je me souviens de ce que j'ai mangé en dernier pour ma fille avant d'accoucher. C'est quand même des choses qui nous marquent. Et moi, je me souviens d'ouvrir mon congélateur et de regarder ce que les gens m'avaient mis dans mon congélateur, quoi. C'est vraiment... j'avais une copine qui était diététicienne et qui adorait cuisiner. Donc, du coup, vraiment, c'est hyper important et ça vous enlève de la charge mentale, ça vous nourrit le corps et l'esprit. C'est vraiment le point, je pense, entre ça et pour les gens qui sont, je pense à Charline, qui nous a dit qu'elle aimait bien quand les choses étaient comme ça. Avoir la maison en ordre quand c'est quelque chose qui me stresse de voir les choses qui traînent et tout. Alors, il y a un côté, il faut laisser un petit peu, il faut remonter sa barre et dire c'est pas grave, et vraiment de façon vraie, pas pour soi-même, de remonter la barre et de laisser faire, mais aussi accepter de l'aide
que il y a des gens qui viennent et qui vous nettoient la maison, vous fassent vos lessives parce que ça vous gagne du temps, ça vous enlève de la charge mentale et en plus ça vous fait du bien de voir et de sentir votre maison propre. Allez-y pour ça, quoi. Investissez là-dedans. Et en fait, en France, la différence culturelle entre la France et ici, on n'a pas l'habitude d'investir. En France, on n'a pas l'habitude d'investir dans ce genre de choses pour son bien-être, alors qu'ici c'est beaucoup plus commun. Et en fait, j'insiste parce que ici, nous, en France, on n'investit pas parce qu'on a peut-être de l'aide qui vient comme ça, alors qu'ici, on est obligé de la créer, cette aide. Mais moi, je rajouterais, c'est vrai que souvent, je pense quand on est français, on n'a pas cette habitude. Et du coup, quand les gens nous demandent est-ce que tu veux de l'aide, on a tendance à dire non. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et n'ayez pas peur de dire oui et que vous en avez besoin et parfois demander des choses concrètes. Parce que c'est vrai que la personne en face, si on va lui dire oui, je veux bien de l'aide, mais c'est pas précis, peut-être qu'elle osera pas non plus. Enfin, donc, ouais, c'est le moment où faut dire ce qu'on veut, quoi. Et D'ailleurs, pour le meal train, n'hésitez pas les gens, souvent les gens, ils veulent aider, mais justement, ils ne savent pas comment. Donc, il faut être assez directif. Il faut leur dire, je voudrais de l'aide, je voudrais des repas. Je ne mange pas ça. Donc, c'est ça, sinon vous vous retrouvez, si vous avez des allergies, des choses comme ça, mais n'hésitez pas à dire aux gens vraiment très clairement que vous avez besoin d'aide et de quoi vous avez besoin. Parce que la bonne volonté est là, mais il faut aussi diriger un peu. Dire le nom du site pour le mail training ou mettre le lien dans le chat. Ah oui, merci. Apparemment, pas Charline, moi non plus, effectivement, je trouve pas. Il y a beaucoup de sites différents. Et je pensais à quelque chose pour Élise, qui a un plus grand. N'hésite pas à demander aux parents d'élèves d'organiser des playdates avec ton premier, pour que ton premier, parce que ton premier, vous allez être assez, du coup, un peu rester à la maison un peu plus, tout ça avec le bébé, mais pour que le premier, en fait, puisse faire des choses fun, et toi, tu peux te reposer, prendre du temps à la maison, et quand il rentre, tu es plus disponible pour le premier. Donc, n'hésite pas à avoir le premier, à demander en fait aux parents que si c'est possible, de prendre, s'ils font des trucs fun, s'ils vont au zoo, s'ils vont faire une playdate au parc, de prendre ton premier avec eux pour une playdate. Comme ça, toi, tu peux te reposer, tu peux prendre un moment pour toi quand ton enfant n'est pas là et t'occuper du bébé. Et quand ton premier rentre, tu es plus disponible et plus ouverte et plus reposée. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Alors après, moi, il y a une différence avec la France versus US et surtout propre à la Silicon Valley que je trouve génial. C'est le congé paternité parce qu'en France, mon mari, il a eu 10 jours. Là, il va avoir 4 mois. Et franchement, ça change tout, quoi. Enfin, en France, j'ai le postpartum, j'étais toute seule. Là, pour moi, on va vraiment être deux. Donc, même pour que ce soit pour cuisiner, pour s'occuper du grand, pour faire des siestes en décalé. Enfin, c'est vraiment le rêve. Après, moi, j'ai une question. Justement, c'est plus sur le postpartum parce qu'on a parlé beaucoup des différences et de l'accompagnement pendant la grossesse. Donc, on voit qu'il y a peu d'accompagnement. J'ai l'impression qu'il y en a aussi peu en postpartum. Par exemple, en France, on rentre à la maison, on a la sage-femme qui vient tous les jours sur la première semaine, ou je sais plus, mais c'est super fréquent. Et elle n'est pas là, elle vérifie le bébé, mais elle vérifie aussi la maman. Elle prend bien soin de nous. Elle regarde si ça va bien, si on ne saigne pas trop, si on a une déchirure, si on cicatrise bien. Parce que je pense qu'en plus, pour un premier, on ne sait pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Après, la rééducation du périnée, moi, c'était un grand choc de savoir qu'ici, on n'en parle même pas. Donc, j'aimerais bien aussi savoir est-ce que c'est des démarches personnelles qu'il faut faire. J'ai regardé quelques trucs, ça a l'air de coûter un bras. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est remboursé aussi, mais ça m'inquiète un peu. Parce que moi aussi, j'ai envie de retrouver la forme rapidement après mon accouchement. Et j'ai entendu aussi un truc horrible sur le postpartum à l'hôpital, où toutes les 2 heures, que ce soit la nuit ou la journée, qui rentrent dans la chambre et qu'en plus, ils n'ont même pas les mêmes horaires de check pour le bébé et la maman. Et en France, ça n'arrive pas, quoi. La nuit,
On nous laisse dormir, on sonne si on a besoin d'avoir quelqu'un, et ça arrange tout le monde, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas assez de personnel de toute façon. Mais là, de me dire, je vais être crevée et je vais avoir quelqu'un qui rentre alors, et qui va peut-être me réveiller alors que je viens peut-être juste de m'endormir. Oui, ça se passe comme ça, oui, oui, oui. Ça m'angoisse un peu, cette partie. Alors, Chaque démon, c'est pas- alors, Il y a plusieurs sujets. Alors, globalement, ça dépend des protocoles. Mais en gros, vous accouchez, pendant 2 heures, on va vous appuyer sur le ventre toutes les 15 minutes et 30 minutes pour voir si l'utérus rentre bien à sa place. C'est ce que je disais. Si vous voulez dire stop, ça me gonfle. Si on voulait dire stop, ça m'agace, il y a un moment où vous avez le droit. Hein. La première nuit, donc globalement, les premières 12 heures. Donc vous accouchez, vous avez les 2 heures de recovery et les premières 12 heures, ils viennent globalement toutes les heures, toutes les 2 heures. Ça dépend. Si vous avez eu une césarienne et que vous avez eu un médicament qui s'appelle le Duramorph dans la césarienne pour ne pas avoir trop mal devant, globalement, ils vont venir checker toutes les heures et ils vous mettent le truc et tout ça. Donc voilà. Si vous avez eu un accouchement par voie basse, sans péridurale, tout ça, ils vont venir toutes les 4 heures. Et puis ensuite, après les premières 24 heures, ça s'espace. Au début, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, et puis après, ça s'espace. Mais globalement, oui, ils viennent très régulièrement. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que lorsque la première nuit est passée, c'est-à-dire vous avez accouché, si vous avez accouché le matin, bah, ça va, hein, c'est dès la première nuit, mais si vous avez accouché en soirée ou même dans la nuit, vous les laissez aller jusqu'au matin, et la nuit d'après, vous leur demandez, vous demandez à votre OB ou au provider qui est votre provider de mettre une note comme quoi, dernière tournée à 11h le soir, première tournée après 6h du matin, et que vous ne voulez voir personne pendant la nuit parce que vous voulez vous reposer. Voilà, vous êtes capable de vous occuper et vous appelez si vous avez besoin. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Vous avez le droit de faire ça. Après, ils sont contents ou ils ne sont pas contents, hein, mais s'ils ne sont pas contents, vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas contents. Hein, et puis, ils vont vous dire, et puis vous leur dites, je prends mes responsabilités, c'est tout. Non, mais c'est comme ça, vous n'allez pas vous faire maltraiter. Si c'est de la maltraitance pour vous, vous n'allez pas vous faire maltraiter. Nous, on a des patients qui disent, alors, je travaille avec des patients, moi, je suis au San Francisco General Hospital, qui est un hôpital de county, et on travaille avec toutes les personnes qui ont des addictions. Ces gens-là, on ne peut pas les déranger la nuit quand ils ont décidé de dormir. C'est pas possible. On fait comme ça, on ne les dérange pas. Ils négocient avec leur docteur en disant moi, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir de telle heure à telle heure. Voilà, c'est comme ça, c'est pareil. Pourquoi vous ne pourriez pas le faire? Vous allez voir, vous êtes le patient, vous êtes le chef. Vous savez ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est la différence avec la France. Vous savez ce dont vous avez besoin. Maintenant, ils vont vous donner des recommandations, mais vous leur dites écoutez, vous passez une fois le soir, une fois le matin. Si je saigne, je vous appelle. Hein. Si je passe un caillou gros comme ça, je vous appelle, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si j'ai besoin de médicaments pour la douleur, je vous appelle. Mais sinon, laissez-moi dormir. Mon bébé va me réveiller, il n'y a pas de problème. Hein, ça, le bébé va me réveiller pour manger. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Oui, ils ont parfois du mal à caler maman et bébé au même passage. Donc, vous leur demandez qu'ils calent maman et bébé au même passage. Vous leur demandez qu'ils calent les médicaments pour la douleur au passage quand ils viennent, hein, pas 2 heures après qu'ils soient venus. Et c'est ce genre de choses pour éviter que justement qu'il y ait trop de va-et-vient dans la chambre et pour limiter et pour favoriser le repos. Voilà. Donc ça, c'est possible et oui, ça arrive et oui, parfois c'est l'enfer et surtout quand ils ont décidé de faire la prise de sang à 4 heures du matin. Voilà. Mais donc c'est pour ça. Après, si je sais, Elise, que tu vas dans un hôpital où il y a des sages-femmes qui sont plutôt tournées vers l'accouchement physiologique, je veux dire, généralement, si tu présentes la chose en disant comment on peut faire pour que je puisse me reposer le maximum et pas juste que je m'endorme et qu'on vienne me réveiller 10 minutes après, pendant la nuit, comment peut-on faire? Quels sont les protocoles ici? Globalement, ils vont peut-être te proposer de te laisser dormir 6 heures ou de ne pas venir pour te voir pendant 6 heures, quelque chose comme ça. Donc, tu peux dire, OK, 6 heures, on va aller jusqu'à 7 heures. Voilà. Rappelons que ce sont quand même ces 2 jours à l'hôpital. Hein. Donc, ça va vite. Hein. Ça ne dure pas très longtemps, ça. Ça va vite, mais vraiment, quand on vient de s'endormir et que 15 minutes après, ils viennent, et je sais, je fais partie des infirmières. Hein, tu arrives,
Et puis, je viens de m'endormir. Ah, ben oui, mais j'ai votre médicament à vous donner pour la douleur. Je suis désolée. Donc, c'est vrai que si tu poses tes jalons et que tu vois un petit peu que tu arrives à organiser, c'est mieux. En tout cas, il y a la place pour ça et vraiment, on peut s'autoriser à exprimer ses besoins. Ils seront Exact. respectés, vraiment. Et parce que c'est vrai que ça, je trouve que c'est une vraie différence culturelle. Parce qu'en France, on a tendance on se repose en fait sur l'avis du médecin, de l'équipe médicale. S'ils ont décidé, s'ils font telle ou telle chose, bon, ben, ils ont le savoir, on leur fait confiance complètement. Donc, il y a un peu on délègue finalement. Et ici, je trouve qu'il y a vraiment cette démarche de s'approprier sa démarche de soins et d'accompagnement à tous les niveaux. Et ça peut parfois arranger quand on a un plan parfois atypique qu'on a envie de s'approprier. Il y a de la place pour ça. Mais quand on a besoin d'être un peu guidé, ça peut être déstabilisant et déroutant parce qu'en fait, on dit, mais non, en fait, j'avais cette option-là ou je peux donner mon avis et choisir. On peut me guider. Donc, vraiment, c'est aussi un choix et c'est aussi par rapport à sa propre personnalité. Parfois, on s'y retrouve très bien et à d'autres moments, ça peut être un peu déroutant. Donc, c'est intéressant d'avoir eu un peu cette réflexion en amont. À ce propos, si vous voulez avoir des idées, de savoir un peu comment ça se passe et tout ça, Eve Dorès, qui est donc la sage-femme qui est doula sur San Francisco, a un podcast qui s'appelle, je crois que c'est Baby Frog, et elle recueille les témoignages de ses clientes qui veulent bien témoigner. Et donc, vous avez un nombre assez conséquent de témoignages de comment ça s'est passé et donc, voilà, de l'accompagnement qu'elles ont eu. Et ça peut vous donner une idée. Ça peut vous donner une idée de ce qu'il faut demander, de ce qui se passe en vrai dans les hôpitaux, ici, tout ça. Je recommande. Bon, il y a d'autres podcasts que je recommande, mais c'est quoi les autres podcasts qui sont bien et qui font pas trop peur aussi? Alors, j'évite le podcast à la mode qui fait des shows. Non, j'ai pas envie de dire le nom, ça me fait mal. Mais j'évite celui-ci. Bliss Story, j'évite. Okay. Parce que c'est déjà très orienté français et puis c'est voilà, c'est en fait, c'est que des histoires un peu extraordinaires, je trouve. Moi, j'en ai beaucoup écouté. Alors, c'est marrant, entre guillemets. Enfin, c'était des histoires extraordinaires. J'ai accouché dans le taxi, j'ai accouché nanana. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est que des témoignages. Il n'y a pas forcément des professionnels de santé qui viennent. Donc, ça peut faire vite peur quand on se rapproche de la due date. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis pas très fan. Après, il y a des podcasts en anglais. Alors, j'ai oublié, forcément, j'oublie les noms parce que comme j'ai pas dessous de cerveau, j'ai oublié les noms. Mais il y a peut-être Milk Minute, je crois. Milk Minute, si on a envie d'allaiter. Milk Minute. Attendez, il faut que je trouve ma library. Il y a The Birth Hour, mais peut-être que tu trouves que c'est comme Bliss. Ouais. Exactement. Il y a Milk Shaker en français, si vous voulez allaiter. Ou voilà, il y a Milk Shaker en français. Charline, les maternelles sur YouTube, c'est pas mal. Moi, je suis un peu, ça fait longtemps, mes filles sont grandes maintenant, mais à l'époque, je regardais les maternelles sur France 5. Ouais. Il y a à suivre, alors, il y a du bon et à laisser, mais globalement, je voudrais dire 70% de bon, c'est Anna Roy, la sage-femme Anna Roy, à suivre. Et à lire son livre aussi, si vous voulez. Enfin, je suis pas une grande fan, mais il y a des bons trucs et voilà. Il y a donc Baby Frog, c'est Baby Frog devenir parent dans la baie, Aria. Il y a Quantique Mama qui est super podcast à suivre, surtout si vous voulez si vous avez envie d'accouchement plutôt physiologique, Quantique Mama, mais même sans, voilà, c'est donc le Birth Hour, c'est plutôt ça rejoint plutôt Bliss Story, ouais. Et en français, il y a aussi la matrescence. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de professionnels qui viennent parler de sujet. J'allais venir, elle est dans mon... La matrescence. Okay. Voilà, matrescence, justement, en parlant d'Anna Roy, ils ont fait un épisode il y a peu sur le baby clash, donc sur les relations de couple après bébé. Et vraiment, moi, je le conseille à tout couple. C'est très intéressant.
il y a deux livres qui s'appellent Baby Clash qui sont sortis. Le premier livre, Baby Clash, est sorti c'est une naturopathe qui a une marque aussi de cosmétiques naturels qui est sorti, je crois, en novembre ou en décembre. Et ensuite, Anna Roy a sorti un livre qui s'appelle aussi Baby Clash. Donc, deux livres qui s'appellent Baby Clash, donc à ne pas confondre. Mais en gros, ça traite de justement ce que je vous disais, c'est cette transformation et ce que ça peut créer au sein du couple. Mais la matrescence, c'est vraiment le fait de devenir, de naître en tant que parent, quoi. Voilà, c'est la contraction des mots adolescence et maternité. Et donc, voilà. Et elle a plusieurs... elle a beaucoup de... J'écoute pas tous les épisodes, mais elle a... C'est Clémentine Sarlat, elle est journaliste sportif au départ, mais elle a été passionnée et elle a une expérience aux États-Unis. Elle a vécu aux États-Unis pendant un an ou deux. Et donc, elle a accouché 2 fois à la maison et 1 fois à l'hôpital. Et donc, elle fait parler. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a un côté journalistique où elle se rapporte aux neurosciences. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant. Et elle a souffert de grosses postpartum, de dépression postpartum. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal pour voir un peu ce qui... Elle a cherché à expliquer avec la science, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est appuyé sur des choses scientifiques. Donc, c'est pas mal comme podcast. Donc, la science. Et ensuite, ouais, après, j'ai des trucs en anglais. Donc, voilà. Mais c'est sympa aussi sur l'éducation, c'est faites des gosses. Enfin, il y a plein de sujets différents, c'est intéressant. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais ça fait réfléchir, je trouve. Ouais. Je connais pas ce qu'on peut faire, c'est si vous souhaitez, si vous avez les unes et les autres des références, envoyez un mail sur le réseau Main dans la main. Comme ça, je peux compiler un document que je peux envoyer du coup à toutes les participants. Moi, j'ai une petite reco, si je peux me permettre, sur la prépa à l'accouchement. Parce que, pareil, je regardais ici, et tout coûte super cher au niveau de la prépa. Moi, je m'intéressais au chant prénatal. Alors, c'est particulier comme technique, hein. Et donc, il y a une prof de chant à Paris. Moi, je suis ses cours. Donc, c'est le mercredi matin. Donc, c'est à 17h30 en France. Donc, à 8h30 ici. Donc, de 8h30 à 9h30 le mercredi matin. Et elle est top parce que donc c'est du chant, mais en fait, à travers le chant, elle va nous expliquer qu'est-ce que ça procure à chaque vibration dans notre corps. Et c'est très physio en fait. Et comment muscler son périnée, comment relâcher son périnée, comment contracter ses abdos parce qu'on en a toujours besoin pendant la grossesse. Et ça coûte 12 euros, c'est 1h30 et c'est 12 euros son cours. Donc, franchement, moi, génial, génial. Elle s'appelle comment? Donc, elle s'appelle Anne-Laure Potel. Je peux vous mettre dans le chat. Aussi, pour info, pour tout ce qui est formation à l'accouchement et autres formations aux États-Unis, pour le coup, il y a des employeurs qui peuvent les financer. Donc, renseignez-vous que ce soit votre employeur ou celui de votre conjoint. Je sais que nous, ça avait été le cas. En fait, il y a un budget pour tout ce qui est formation, que ça peut être, c'est pas forcément lié à la grossesse, hein, que ce soit on veut se former sur, je sais pas, découper du bois ou voilà, n'importe quoi. Il peut y avoir des budgets qui prennent en charge, en fait. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Je vais juste devoir vous laisser. Oui, j'allais dire qu'on a largement dépassé, mais c'était vraiment un échange très très riche et je voulais pas interrompre ça. Peut-être une dernière question. Est-ce que comment vous vous sentez vous dans votre accompagnement, la prise en charge? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que par exemple pour celles, alors là je m'adresse peut-être plus à celles qui sont dans le secteur là de la baie, est-ce que avoir un groupe c'est quelque chose qui vous plairait, de vous retrouver en personne pour pouvoir continuer à échanger? Voilà, ce sont vraiment un peu les questions qu'on aime bien poser au réseau La Main dans la Main pour savoir un peu quels sont vos besoins, quoi.
Qui c'est qui pourrait répondre? C'est sûr que je pense de se rencontrer. En tout cas, moi, je suis toujours très ouverte à ça. Je me sens personnellement, je parlais pour moi pour le moment, soutenue, entre guillemets, parce que ça fait que 18 semaines, puis je sais à peu près où est-ce que je vais jusqu'à la grossesse. Je suis en high risk pregnancy, donc j'ai un suivi toutes les 2 semaines, et ce qui est très rassurant, j'adore mon obstétricienne, c'est parfait. C'est plus le après, où là, c'est vraiment l'inconnu. Et malheureusement, Florence, qui est ma doula, qui va donner 6 heures de cours, va devoir, je pense, quitte la région ou arrête ce travail-là à partir de l'été. Donc, pour le après, j'espérais vraiment avoir un suivi avec elle, ou du moins quelqu'un de francophone. Tout simplement, ça me rassure de parler dans dans ma propre langue. Mais regarde Eve, regarde Eve. Oui, il y a Eve Dorès. Et puis, alors, il y a quelqu'un qui devait se connecter ce matin, mais qui est en fait plutôt dans la région de Texas, Austin, mais qui a développé une plateforme J'allais en qui parler, s'appelle Jardin de naissance. Et c'est vraiment avec cette volonté-là de proposer justement un accompagnement, alors bien sûr virtuel, mais ça reste un accompagnement en français pour justement les expatriés. Donc voilà, ça peut être aussi jardin de naissance, hein, de mémoire. Ouais. Je voulais en parler parce que en fait, je priorise toujours dans le en personne en premier, et ensuite le en ligne, parce que souvent on a besoin de quelque chose en personne au moins quelques fois. Mais évidemment, au revoir Ambline. Merci pour tout. Mais de rien. Mais je pense, Élise aussi, et justement, Jardin de naissance, c'est elle qui fait de l'autonomie et qui est sur la liste de Fringe Baby Guys. Il faut que je fasse une update du site web, parce qu'il y a Mama Solé qui est plus ici, qui faisait aussi en ligne, mais qui est plus ici, donc il faut que je l'enlève. Et il faut que je fasse Jardin de naissance, justement, il faut que je le mette parce qu'elle faisait l'autonomie. Et c'est pour ça qu'elle était en ligne. Mais évidemment, comme Eve aussi est ici en priorité dans la Bay Area, Oui, c'est bien parce sûr. qu'elle peut être en ligne. Et Eve fait aussi de l'acupuncture, ce que je recommande aussi pendant la grossesse, acupuncture et ostéopathie. D'accord, très bien. Pour aider. D'accord. Bon, je réitère toutes les ressources parce que je ne sais pas combien de temps ça va rester dans le chat, donc ce serait pas mal d'avoir un document partagé et je peux composer un peu tout ça et l'envoyer à toutes les participantes. En tout cas, un grand merci encore Estelle pour ta présentation, tes éclairages et cette amorce aussi de réflexion, voilà, soit d'apporter des réponses très concrètes et puis aussi de savoir que voilà, vraiment, on prend en main son travail, sa préparation à l'accouchement, la grossesse, vraiment de se sentir forte en fait de ça, de propositions. Et puis il y a des ressources autour, donc de ne pas hésiter à puiser, à aller chercher. Donc vraiment, merci à toutes les unes et les autres par votre partage aussi d'expérience et vos ressources. Voilà vos éclairages. Et puis, on va vous envoyer, je pense, on va faire un peu le point avec le réseau et vous envoyer un petit mail, un peu de follow-up de suite et voir s'il y a une demande, pourquoi pas se retrouver en présentiel pour un groupe un peu de soutien, comme Estelle a vraiment fortement mis l'accent là-dessus. Donc, je soutiens cette démarche à 300%. Voilà. Je me demandais d'ailleurs si Réseau Main dans la Main parfois organisait des événements, peut-être pas nécessairement, je ne sais pas si c'est uniquement sur la maternité ou autre, mais des événements en présentiel. Non, en fait, on intervient vraiment sur des sujets très, très variés, très larges, et donc des questions familiales, personnelles, etc. Et justement, n'hésitez pas aussi à faire remonter s'il y a des thématiques ou des sujets que vous aimeriez bien voir abordés. On peut tout à fait développer ça, trouver des partenaires, des personnes qui pourraient amener une lecture professionnelle. Et vraiment, non, au départ, en fait, les tables rondes, on voudrait remettre en présence. C'est vrai que le Covid a marqué un peu un coup d'arrêt par rapport à ça, mais l'idée, c'est vraiment de remettre. Toujours avec ce paradoxe que parfois, bien sûr, les uns et les autres, on aime beaucoup se retrouver. Et après, il y a aussi les contraintes de logistique, de lieu et d'emploi du temps
qui amène. Donc, c'est mieux que rien. Voilà, le côté virtuel, là, comme ce matin, c'est mieux que rien. Mais s'il y a une demande, on peut tout à fait trouver des espaces pour se retrouver, avec grand plaisir. Donc, je vous remercie encore. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une très, très bonne journée. Et on peut rester connecté et en lien. Voilà, merci encore. Très bonne Merci journée. Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.